Si tu fais vraiment les chiffres que tu annonces, vu que moi je suis dedans, je sais que c'est impossible. Laurent millionnaire, cette Bugatti ne t'appartient pas, tu la loues et je veux le prouver. Et 3 jours après, sa société est partie en faillite, sa maison a brûlé. Parce que le marché français est très compliqué. Et quand tu as quelque chose qui marche en France, il y a 90% de chances qu'il fonctionne à l'étranger. Et là, ça a commencé à moins rigoler pour moi. On était la 3e plus grosse agence de France. C'est le plus dangereux que vous pouvez faire. Et donc, d'une situation vraiment critique, j'en ai gagné plus d'argent par la suite. Parce que là, ça commence à faire beaucoup. Elle a dit, si tu l'enlèves pas, je t'attaque en justice. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, c'est encore possible de faire du dropshipping de qualité? Ils ont évalué la valeur de mon business pour sortir entre... Et je lui ai dit quand même, j'ai dit, tu sais, il vaut mieux faire des Pokémon, avoir une Audi TT, que de ne pas en faire et de prendre le bus tous les jours. En 2015, je pense que j'ai acheté 3 apparts en 3 jours. À cet âge-là, tu penses pas à ça, pas du tout. J'étais en échec scolaire, j'avais pas beaucoup d'amis ou des choses comme ça, donc j'étais pas le gars confiant comme je suis maintenant, loin de là. Il n'y a pas d'argent facile. Ça, c'est vraiment la chose que j'ai comprise. J'ai investi dans beaucoup de trucs. Si tu veux vraiment faire de l'argent, il faut bosser. Petite astuce pour les gens s'ils veulent emmerder d'autres stores, c'est t'envoies... J'y crois pas. J'y crois pas parce que je suis dedans. J'avais pas le choix, j'étais ça où je perdais mes clients. Mais t'es quand même le seul mec qui s'est fait retweeter par Booba sans se faire défoncer. Normalement, c'est moi qui devais péter un plomb, quoi. Moi, Booba, je pensais pas qu'il allait me retweeter. Oui, moi, je vais vous aider à gagner 30 000 € par mois directement. Il m'a copié. Mais jamais j'aurais proposé 1 000 € par jour, mais jamais de la vie. Donc j'étais gros, j'étais quand même... je représentais quand même du lourd. Et ils ont dit, ok, on travaille plus avec vous, on vous coupe les pubs. Donc moi, du jour au lendemain, je perds 80% de mes pubs. Ban Shopify, repartir de zéro. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma chaîne YouTube The French Trader. Aujourd'hui, en compagnie d'un ami de longue date, depuis 2015, j'ai nommé Gabriel Dubois. Merci beaucoup pour l'invitation et j'ai hâte de répondre à tout, mais clairement, je suis bien content d'être là. Écoute, ça me fait plaisir que tu sois là. Déjà, pour ramener un petit peu le cadre, est-ce que tu te souviens de comment on s'est rencontrés? Ouais, alors là, ça date, ça c'est vrai, c'était en... Parce que ça, c'est assez original quand même. C'était original, ouais. Donc c'était en 2015, si je ne me trompe pas, ouais. Dans ces eaux-là. Et on va dire que j'étais pseudo-mannequin et que je faisais des shootings, je vous parle ça, back in the day, ça. Et je t'ai rencontré par l'intermédiaire de ta petite copine à l'époque, qui était déjà ta femme, je pense, si je me trompe pas. Qui était déjà ma femme, qui était déjà ta femme et qui était mannequin aussi. Et donc, je me suis retrouvé à faire des shootings de mariage avec ta femme. Voilà, donc moi, j'ai rencontré quand même Gabriel parce que ma femme m'a dit, je vais faire un shooting pour des robes de mariée. C'est ça. Et j'ai dit, ok, mais qui est le marié? Et là, j'ai vu ce gars-là. Je me suis dit, hop, le prochain shooting, j'y assiste et on va voir comment ça se passe. C'est ça. T'imagines même pas l'effet que ça m'a fait de voir ma femme en robe de mariée avec un autre mec. J'avoue. J'étais complètement comme un ouf. J'avais un beau costume aussi. Ouais, c'est vrai que t'avais un beau costume. Là, je me souviens, t'avais tout sorti, les bracelets, les bracelets Cartier, tout ça, etc. Ouais, c'était et puis du coup, à force de discussion, est venu le sujet, notre passion commune, quand basketball, même, le basketball. Et puis, on a fait un petit bout de chemin quand même ensemble niveau basket. Ça nous a tenus ensemble. Tu m'as intégré dans ton équipe de basket qui s'appelait les Bleus de mémoire. Exactement, cool. les Bleus. Ouais. Alors que je suis un petit Belge quand même. Je tiens à rappeler, je suis un petit Belge qui a joué avec les Bleus. Ouais, c'est pas mal. C'est bien, c'est bel effort d'intégration. Ouais, c'est bien. Et depuis ce temps-là, c'est pas vraiment trop perdu de vue ou. Non, jamais perdu de vue. Mais après, c'est vrai que t'es quand même un homme qui est très occupé. Aussi, hein. C'est vrai que c'est vrai qu'on est pas mal occupé, mais en tout cas on essaie toujours d'entretenir ce petit lien. En tout cas, encore merci d'avoir accepté la proposition. J'avais proposé également à ton associé Maxime de venir, que je salue au passage, hein, c'est un amour, mais bon, c'est un peu l'homme de l'ombre. C'est ça, oui. C'est plus compliqué de l'avoir pour tout ce qui est podcast. Il travaille autant que moi, il a, je pense, même plus de talent que moi. Mais lui, il travaille, il n'a pas le temps de se montrer. Il a dit, toi, Gab, c'est pour toi, vas-y, fonce, montre-toi partout, fais-toi, deviens à toi-même une star, ce que tu veux, mais moi, je reste dans l'ombre et je fais le meilleur possible. J'ai fait, ok, on fait comme ça. Deal. Voilà, deal. Très, très bien. Eh bien, écoute, sans plus attendre, moi, je t'ai préparé, tu sais que sur cette chaîne, j'ai une petite... j'ai un petit quotidien, c'est-à-dire que je présente en général les invités qui viennent sur la chaîne. Donc, j'ai fait mes devoirs. D'accord. Okay, j'ai fait mes devoirs et j'ai préparé une petite introduction à Gabriel Dubois.
Ok, donc je vais la lire, comme ça permettra également à ceux qui regardent ce podcast de te découvrir de manière succincte. Ok, et puis derrière, toi, tu reviendras sur les points qui ont été importants, qui ont fait aujourd'hui l'homme que tu es, qu'on a hâte de découvrir. On va essayer simplement de pas non plus trop s'attarder sur ce que les gens connaissent déjà, mais vraiment de rentrer un petit peu plus dans des détails qui n'ont jamais été dits ailleurs, parce que c'est un peu le but de ce podcast. Avec plaisir, okay. Je suis prêt. Super, alors je prends mes petites notes et c'est parti. Gabriel Dubois. Entrepreneur prodige qui a débuté son parcours sur Internet à l'âge de 13 ans, avec un site Internet de Pokémon et qui aujourd'hui a transformé sa passion en une entreprise générant plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu avais pour rêve de devenir le meilleur dresseur. Mais loin de toi l'idée qu'un jour tes Pokémon s'appelleraient McDonald's, Amazon, ClickFunnels ou encore Google. Ton histoire est marquée par une sincérité rare, dans laquelle l'argent ne se compte plus. Aujourd'hui, tu vas nous dévoiler comment, d'un échec scolaire, tu as réussi à dépasser les frontières de la richesse matérielle. Inspirée par ta mère, elle-même entrepreneur, elle t'a fait don d'un double cadeau. Le premier, évidemment, celui de la vie, et le deuxième, de cette fameuse punition, un livre intitulé « Comment créer un site web » qui t'a coûté bien évidemment tes vacances scolaires, mais qui a fait de toi le mania de l'e-commerce que tu es devenu. Passion débordante, détermination sans faille, apprentissage permanent. Tu vas nous raconter comment tu as su tirer le meilleur parti de chaque opportunité, notamment ce contrat avec McDonald's qui en 2004 te rapportait déjà 30 000 € par mois alors que tu n'étais encore qu'un adolescent. À une époque où, je le rappelle, il n'y avait ni ADSL ni smartphone. 20 millions de dollars de chiffre d'affaires en e-commerce, c'est ce qui t'a valu d'être le seul et l'unique francophone awardé aux États-Unis par Russell Brunson lui-même, PDG de ClickFunnels. Je le salue au passage son associé, donc Maxime, tout aussi important, fidèle partenaire depuis 2008, d'après mes sources. Ami depuis tes 4 ans, un amour. Très. De la Belgique à la Roumanie et maintenant Dubaï depuis 2015, tu as 37 ans aujourd'hui, bientôt 38. Tu es heureux père de famille et tu exprimes désormais ton leadership autre part que sur le net. Je parle bien sûr du terrain de basketball, en grand compétiteur et passionné que tu es. Donc cet épisode est donc un voyage dans l'esprit d'un entrepreneur d'internet qui continue d'innover malgré un succès fulgurant et un marché en pleine mutation. Alors Gabriel, j'aimerais, si tu me le permets, commencer par ma première question. Comment as-tu fait de ta passion enfantine un business à plusieurs millions d'euros ? Alors déjà, merci pour l'intro. Je pense que de tous les podcasts que j'ai fait, et j'en ai fait beaucoup, c'est ton intro de loin la plus exhaustive que j'ai jamais vue. Donc franchement, quand tu m'as dit que tu as regardé mes vidéos avant, oui. J'ai regardé tes vidéos, je te connais un peu aussi. Donc ça a aidé. Non, ça a été, c'est très costaud. Alors, pour la question, comment je suis passé des Pokémon à faire de l'argent, je le répéterai toujours, c'est pas qu'à 13 ans, je me suis dit, Gabriel, je vais faire du Pokémon, je vais devenir multimillionnaire. À cet âge-là, tu penses pas à ça, pas du tout. Donc, c'est vraiment comme tu as dit, c'est parti d'une punition de ma maman. J'étais en échec scolaire. Donc, quand j'ai dit que j'étais en échec, j'avais 4 examens de passage. Et ma maman m'a dit, écoute, tu vas pas glander tes vacances. Tu vas réussir ton année. Et 2, tu vas lire un livre qui s'appelle « Comment créer son site internet ». Donc ça, c'était en 2000. Pendant quelques années, j'ai fait mon site sur les Pokémon. Donc j'ai fait, alors pour revenir, j'ai choisi le domaine des Pokémon parce qu'en 2000, vous alliez sur TF1, vous alliez sur n'importe quelle chaîne TV, c'était la Pokémania partout. J'étais un grand fan de Pokémon. Et ma maman m'a dit, pour le site que tu veux faire, tu dois choisir un thème. Le thème que j'ai choisi, c'était les Pokémon. Alors, pendant 3 à 4 ans, j'ai fait mon site pour avoir le meilleur site de Pokémon de la Terre. C'était vraiment mon objectif. Je voulais le site avec le plus de visites. J'ai jamais eu dans l'idée de faire de l'argent avec. J'insiste vraiment là-dessus. Je n'ai pas fait des Pokémon pour faire de l'argent. J'ai fait des Pokémon pour avoir le meilleur site possible. Et en 2004, j'avais un site qui faisait quand même 50 000 visiteurs par jour dans un domaine où il y avait, comme tu disais, pas d'ADSL, pas de smartphone. Ça veut dire que tous les jours, j'avais 50 000 personnes qui allumaient leur PC, leur grosse tour, qui allumaient leur PC pour aller sur mon site pour voir l'actualité. Alors,
qu'est-ce qu'on fait dans les Pokémon? L'actualité, donc les news, les jeux vidéo. Donc, j'étais le gars qui jouait à tous les jeux vidéo et je trouvais les astuces à mettre sur mon site. Si vous passez par cette route-là, vous allez pouvoir attraper ce Pokémon-là. Si vous passez par là, vous allez avoir vos badges plus tôt, etc. Donc, vraiment, toutes les astuces. Les cartes Pokémon, les produits dérivés Pokémon. Donc, en fait, c'est tout un univers qui fait qu'au jour le jour, il y avait de l'actualité et au jour le jour, je devais écrire des articles. Alors, en y revenant toujours, ce fait que ce site avait beaucoup d'actualité et beaucoup de news, j'ai fidélisé sans le savoir mes visiteurs parce qu'ils se connectaient tous les jours pour voir quelle était la nouvelle actualité des Pokémon, quand était le prochain tournoi. Et en fait, depuis 2004, et là je ne le savais pas, c'est qu'un jour, quand j'avais 50 000 visiteurs par jour, McDonald's m'a appelé en me disant « Voilà, bonjour Gabriel ». Je dis « Oui, bonjour, voilà. J'ai 16 ans. On retourne quand même dans Back in the Days. J'ai 16 ans. Je n'y connais rien. Je ne savais pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec ça. J'ai McDo qui m'a appelé, qui dit « Voilà, on voudrait faire de la pub sur votre site internet pour les Happy Meals ». Alors, la publicité, il y a plusieurs types de pubs. C'était un habillage publicitaire. Donc, c'est quoi? C'est quand ton site de Pokémon, tout le fond devient aux couleurs de la marque de l'annonceur. Donc là, pour les Happy Meals. Et ils m'ont demandé, Gabriel, combien à la journée? Alors moi, il faut déjà savoir, à l'époque, j'étais assez timide. Moi, c'est pour ça que j'adorais Internet, c'est que je ne vais pas parler aux gens. Ou par chat. Tu vois, c'est pas la même chose que quand tu es à l'école et que tu dois parler avec les gens. Tu es beaucoup plus timide. Et donc, moi, je leur dis, écoutez, je ne sais pas. Laissez-moi un peu de temps et je vous rappelle demain et je vais réfléchir. Ils me disent, pas de problème, prenez votre temps. Là où j'ai de la chance, et c'est bien que tu en aies parlé dans l'intro, c'est que Maxime, je le connais depuis que j'ai 4 ans. Maxime n'était pas dans mon business en 2004. Comme tu l'as dit, j'ai commencé à travailler avec lui en 2008. Mais c'était déjà mon meilleur ami à l'époque. Donc, j'appelle Max. J'ai fait, écoute, moi, j'ai McDo qui va acheter sur mon site de Pokémon. Il me demande un prix. Qu'est-ce que je dis? Et Maxime, il me dit, demande 1 000 € par jour pour voir comment ils réagissent. Mais on revient toujours. Moi, j'y connaissais rien. Je ne gagnais pas d'argent avec mon site internet. 1 000 € par jour en 2004. C'est quasiment un salaire, même un SMIC à l'époque déjà, deux fois. Et moi, je dis, je ne peux pas demander ça. Et Maxime, là où il a été très malin, c'est qu'il m'a dit, au pire, ils vont te dire non, mais ils ne vont pas t'envoyer péter. Ils vont te refaire une offre plus bas. Il dit, tu n'as rien à perdre, c'est eux qui t'ont appelé, c'est eux-mêmes qui ont trouvé ton numéro de téléphone. Donc, c'est vrai qu'il avait raison là-dessus. Et donc, moi, je téléphone à McDo le lendemain, je fais, bonjour, voilà, c'est Gabriel. Il me dit, ok, alors, quel est votre prix? Et je dis, 1 000 € par jour. Tu vois, je le dis quand même pas confiant du tout. Et j'ai McDo qui me dit 1 000 € par jour. Oui, ok, on prend pour 1 an. Alors, je remets quand même, et pour qu'on se rende bien compte de l'histoire, je passe d'un site de Pokémon, je ne gagne pas 1 €, je suis à full passion avec plein de bénévoles qui mettent à faire le site pour qu'on soit le numéro 1 des Pokémon, à un gars qui touche à 16 ans 1 000 € par jour, 365 000 € sur 1 an. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'on veut gagner de l'argent avec des Pokémon, ou même avec Internet tout court. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, ok, voilà. Magnifique. Ouais. Super parcours, inspirant. Ouais. Ouais. Maxime qui propose 1 000 € par jour. Parce que du coup, toi, tu arrives tu dois appeler McDonald's. Okay. Ouais. Tu dois appeler McDonald's. C'est pas un échange d'email, c'est pas un échange indirect, c'est un échange. En fait, McDo passe par des agences publicitaires. À l'époque, c'était l'agence avec qui il travaillait, c'était Adverline, et c'est Adverline qui m'a appelé via McDonald's. Ouais. Ok. Et comment tu te sens avant un call comme ça? Est-ce que tu y crois? Est-ce que c'est quoi ton mindset à ce moment-là? Est-ce que tu tentes un peu le tout pour le tout? Je sais que Max te dit, écoute, au pire, si ça passe pas, il renégocie. Mais toi, au moment de passer ce call, comment tu te sens? Non, pas à 16 ans. On y revient toujours parce que maintenant, on est dans l'époque des TikTok, des Facebook, etc. Mais à cette époque-là, il y avait même pas YouTube, il y avait rien. Donc moi, pas confiant du tout. À l'école, j'étais pas un leader, hein, pas du tout. J'étais quand même beaucoup tout seul. J'avais pas beaucoup d'amis ou des choses comme ça. Donc j'étais pas le gars confiant comme je suis maintenant, loin de là. Donc non, je n'étais pas confiant du tout. Donc c'est beaucoup Maxime qui a poussé là-dessus. Donc là, je ne vais pas te mentir. S'il n'était pas là, j'aurais quand même négocié un truc. Mais moi, je pense que j'aurais dit peut-être, je ne sais pas moi, 400 € sur le mois ou un truc comme ça. Mais jamais j'aurais proposé 1 000 € par jour. Mais jamais de la vie. Même encore maintenant, quand j'y réfléchis, tu ne gagnes rien et tu proposes un truc à 1 000 €. Moi, encore, tu vois, dans ma tête, je me suis dit, OK, même si j'acceptais 1 000 €, peut-être 3 jours ou 4 jours pour une grosse OP, mais 1 an. S'il te plaît, non, jamais. Tu peux jamais penser ça, c'est impossible. Donc ça a été le point d'ancrage un peu de ta compréhension du business de l'Internet. Ouais. Ok. Et de comment faire de l'argent sur Internet. Donc précurseur, pionnier, parce qu'à l'époque, encore une fois, pas d'ADSL, pas de smartphone. Ouais. Je pense que les gens, je ne sais pas s'ils se rendent compte, mais 50 000 visiteurs vus à l'époque où... Sachant que c'était des jeunes.
faut pas oublier que moi j'avais un média de jeunes. Exactement. Donc c'est pas les grands-pères ou des choses comme ça. Parce que de toute façon, quand McDonald's vient te solliciter pour des Happy Meal, clairement ils savent qui est ton audience. Eux le savaient. Par contre, moi j'ai eu des annonceurs qui sont venus chez moi, j'ai jamais compris l'intérêt. Très content parce qu'ils payaient bien. Moi, quand j'ai eu Citroën, qui était partenaire officiel de l'équipe de France de football, qui venait advertiser chez moi, j'en voyais pas trop l'intérêt, quoi. Donc, il y avait certains annonceurs qui venaient, j'en voyais pas l'intérêt, mais ils payaient. J'ai même une fois, pour te dire, mais c'était l'Internet d'autrefois, j'ai des films d'horreur qui sont venus faire de la pub chez moi. D'accord, okay. Ça, je le ferai plus jamais parce que j'avais eu des plaintes quand même des parents, ils disaient c'est quoi ce bordel, tu vois. Mais un film d'horreur qui fait de la pub chez toi et qui met des ronds, et que tu comprends pas l'intérêt, et qu'en fait, au final, j'avais compris parce qu'il disait c'était des fins de budget, on devait absolument liquider tous les budgets parce que sinon c'était perdu, et qu'il disait vous avez un gros site, on vous prend. Mais oui, il y a quand même des annonceurs qui sont venus, je comprenais pas l'intérêt. Alors, quand tu as McDo qui vient, qui te propose 1 000 € par jour, donc 30 000 € par mois et 365 000 € par an, tu sais que ce contrat dure 1 an. Ouais. Quelle est la next step ? Parce que tu me dis après, il y a eu Citroën, l'équipe de France, machin, mais ça, c'est des gens qui sont encore venus vers toi ou c'est toi qui suis allé les chercher ? Alors, c'est ça que j'ai adoré avec Maxime, c'est qu'il m'a dit, OK, ils ont pris l'habillage publicitaire, c'est pour ça que je suis venu d'avant, mais il m'a dit, mais tu as tous les encarts classiques qui existent, qu'on n'a pas chez nous, mais qui existent, comme un pavé, un 300 par 250, donc c'est les genres de carrés que tu vois sur les sites internet, du Megaban, 728 par 90, etc. Et Maxime, il me dit, maintenant qu'on voit que tu as des marques qui sont intéressées, la première fois, je m'en souviens, on était venu à un salon de jeux vidéo et il m'a dit, viens, on va démarcher les éditeurs de jeux vidéo comme Namco, Atari, des choses comme ça. Et donc là, vous passez dans une activité de prospection. Ah oui, bien sûr, parce que Maxime disait, testons. Et c'est comme ça. Donc au début, on avait vraiment des annonceurs de jeux vidéo comme ça qui sont venus chez nous acheter des mégabannes pour des sorties de jeux, des 300 par 250 à l'époque. Par exemple, j'ai eu le jeu Toy Story 3 qui est venu acheter chez moi. J'ai même eu la Kinect qui est venue acheter chez moi. Xbox de Microsoft. Non, on a eu beaucoup quand même. PlayStation est déjà venu avec des jeux aussi. Je ne sais plus quel était l'éditeur à l'époque, mais des éditeurs qui étaient venus. Donc non, ça s'est bien passé. Mais là, on a compris qu'on pouvait faire de la prospection. Qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent à 16 ans ? Je t'achète un appartement à Dubaï. Je ne l'avais pas acheté à l'époque, mais tout était sur les comptes. Je n'avais pas le permis, j'avais rien. Donc, l'argent est resté... Alors ça, c'était la magie d'Internet aussi à l'époque. Mais même quand tu recevais de l'argent qui arrivait sur ton compte, 30 000 €, même sur ton compte privé, il n'y avait pas de souci. À l'époque, c'était comme ça, du moins. Mais qu'est-ce que tu en as fait ? Tu l'as gardé sur un compte ? Je me suis acheté, alors à 18 ans, je me suis acheté une Audi TT. Ça, c'est la première chose. Mais bon, ça ne justifiait pas tout. Pour le reste, non, j'avais gardé beaucoup. Et en fait, ça m'a permis d'acheter mon premier appart à Dubaï assez rapidement. En 2015, je pense j'ai acheté 3 apparts en 3 jours. Avec tout ça, tous les Pokémon. Bam. T'es pas venu pour rien, quoi. C'était une bonne décision au final. Tu sais, quand tu habites encore chez tes parents, parce que moi, j'ai déménagé chez mes parents à 22 ans, t'as plein de cash, c'est bien, mais à part t'acheter un nouveau PC qui est plus propre, j'avais pas ce truc de vouloir... Je voulais une belle voiture, donc ça, j'étais content. Mais à part ça, ouais, ok, t'achètes des marques, mais je connaissais même pas la marque Cartier, je connaissais même pas la marque Rolex, tu vois. Je connaissais rien, tu vois. Moi, j'étais à fond. Alors, moi. Tu dis que tu déménages du coup de chez tes parents. Tes parents, ils te voient rentrer dans ce business de Pokémon. Bien évidemment, j'imagine qu'ils sont au courant des revenus que tu génères avec ça. Qu'est-ce qu'ils te disent à ce moment-là ? Est-ce qu'ils te font de la prévention ? C'est quoi leur parentalité qui a joué là-dedans ? Alors, faut pas oublier, moi, j'étais payé via des agences publicitaires. Donc, c'est jamais vraiment les marques en direct avec que tu négocies, c'est toujours avec les agences, les intermédiaires. Par exemple, un intermédiaire qui est très connu, c'est Google Ads. C'est un intermédiaire entre l'annonceur et l'éditeur. Et donc, il faut savoir que Google est un bon payeur, il paye à 30 jours. Mais toutes les grosses marques comme Nintendo, McDonald's, etc., ils payent à 180 jours, 6 mois. Et moi, même McDo, j'ai reçu ma première paye chez McDo 9 mois après. Donc, la première chose que mes parents ont dit, tu t'es fait arnaquer. Parce que c'est pas courant d'être payé aussi tard. Mais dans le milieu de la publicité, c'est très courant. C'est très, très courant. Mais moi, je ne le savais pas. Donc, moi, à la base, je me suis dit, ouais, c'est quoi, c'est bizarre. Donc, mes parents, ils n'y croyaient pas. Quand ils ont cru, c'est quand ils ont vu le gros chèque arriver, le virement bancaire arriver, il y avait pour 6 mois d'un coup. En fait, ils ont payé en 2 fois à McDo, Adverline via McDonald's, en 2 fois. 6 mois d'un coup qui est arrivé et les 6 autres mois. Et quand les 6 premiers mois sont arrivés 9 mois après, là, ils y ont cru, mes parents. Mais au début, ils se sont dit, écoute, la probabilité que tu sois payé est quand même assez faible, quoi.
Donc, la première prévention, c'était c'est bizarre que ça paye si tard, quoi. Ok. Ouais. Tu parles souvent de ta mère, entrepreneur, ouais. qui a donc été, j'imagine, une source d'inspiration pour toi. D'ailleurs, je l'avais évoqué sur les différents podcasts que j'ai eus avec d'autres invités. Cet aspect un peu génétique de l'entrepreneuriat. Si, par exemple, tes parents sont entrepreneurs, est-ce que foncièrement, toi, ça te pousse à devenir entrepreneur? Est-ce qu'ils t'ont inculqué un mindset d'entrepreneur? Tu as beaucoup parlé de ta mère, très peu de ton père, en tout cas de ce que moi j'ai vu. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton environnement familial à cette époque-là? Oui, alors, je parle beaucoup de maman parce que c'est via son esprit entrepreneur. Ma maman a toujours foncé dans tout. C'est un peu ce truc, c'est pour ça que j'adore Maxime, il est beaucoup plus posé. Moi, je suis quelqu'un, je vois une idée, ok, on la lance, on met des ronds dessus, on voit ce que ça donne, on s'en fout. Ma mère était un peu comme ça. Donc, ça m'a vraiment donné cette mentalité d'agir très vite quand il y a une opportunité de marché. Alors, parfois, j'ai perdu, parfois, j'ai gagné. Mais quand on fait un résumé ou une moyenne, je m'en suis bien sorti financièrement. Donc, j'ai bien fait d'avoir ça. Par contre, mon père, c'était très différent. Il était beaucoup plus posé. Et ce que j'ai adoré avec mon père, c'est déjà... Comme il était très sain d'esprit, ça m'a permis d'avoir cette base de stabilité que je n'avais pas forcément avec ma maman, qui était à fond dans le business. Mon père, très posé, à toujours réfléchir 2 fois, à toujours évaluer globalement la situation avant un achat important. Par exemple, j'ai acheté ma maison à Dubaï il y a 2 ans. C'était un gros achat. Je lui ai quand même montré, j'hésitais entre 2 maisons. Et alors, il a dit, écoute, Gabriel, attention à ça. Attention à ça, il a dit ça, tu peux avoir peut-être des petits problèmes de luminosité. Fais attention comment est ton voisinage. Il a donné peut-être des trucs que j'aurais pas pensé. Et au final, qu'est-ce que tu as fait, Gab? J'ai écouté mes 2 parents. C'est bien, en fait, c'est comme dans tout, tu dois prendre un peu dans les 2. Mais tu as surtout acheté les 2. Non. Alors, toi, tu parles de celle d'Amakil. Je ne l'ai pas pris. J'en ai pris une d'Amak Lagoon, mais ça, c'est celle qui sera prête dans 3 ans. Elle était off plan. Mais je te parle de 2 qui étaient prêtes. Mais oui, j'en ai acheté 2, mais tu connais bien ma vie. Ouais, j'ai acheté les 2, mais donc voilà. Mais c'est vrai que d'avoir des parents qui sont ensemble, pour peu importe l'âge que tu as, ça te donne une certaine stabilité parce que les 2 parents ont des rôles différents à jouer auprès de leurs enfants, ou même encore maintenant. Moi, je demande encore beaucoup de conseils à mes parents. J'ai pas peur de ça parce que c'est important, parce qu'ils ont le recul nécessaire que peut-être à 38 ans tu commences à avoir, mais eux, ils ont quand même toujours entre 23 et 24 ans de plus que toi au niveau expérience, que tu rattraperas sans doute jamais. Et donc ça, c'est bien quand même. Donc mon père m'a amené vraiment cette stabilité, et aussi il m'a amené l'importance de la famille. Mon père, beaucoup. Moi, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai un couple heureux, je suis très heureux avec ma femme et mon enfant. Et ça, c'est beaucoup mon père qui l'a amené. Donc, tu vois, j'en parle pas trop, c'est vrai, parce que les questions sont peut-être pas trop venues avec ça. Mais s'il n'avait pas été là, je ne serais pas le même businessman que maintenant. Mais si j'avais pas eu ma maman, ce serait pareil. C'est vraiment le mix des deux, d'amener vraiment ces valeurs, parce que moi, j'ai beaucoup de valeurs, c'est grâce à mes parents. Mais si j'avais pas eu mon père, j'en aurais sans doute moins. Et si j'avais pas eu ma mère, j'aurais pas eu cette niaque de réussir. Donc, les 2 sont importants. Ok, tu as été élevé en Belgique. Ouais. Gab, le petit belge. C'est ça. Moi, j'aimerais revenir sur cette histoire de contrat de McDonald's où tu commences déjà à avoir un premier succès qui, à ton âge, est extraordinaire. Comment ça se passe socialement avec les autres à ton âge quand déjà, à 18 ans, tu as une Audi TT, machin, etc. Comment ça se passe socialement? Est-ce qu'il y a un écart qui se creuse? Est-ce que tu as perdu des amis? Est-ce que les gens comprennent? Comment ça se passe en Belgique à cette époque-là? Moi, je charrie beaucoup parce que je faisais de l'argent avec des Pokémon. C'est pas que je faisais de l'argent avec une agence de pub, ou c'est pas que je faisais de l'argent avec un domaine qui était très, très adulte, entre guillemets. Donc les gens, ils me voyaient dans la rue, ils disaient pika pika, poké poké, tu vois. Ouais, toi, tu faisais vroom vroom. Une fois, il y en a un, ça c'est une petite anecdote, c'était à l'école, j'avais 20 ans. Il y a un gars qui s'est foutu de moi avec ça, on était dans la même classe. Et je lui ai dit quand même, tu sais, il vaut mieux faire des Pokémon, avoir une Audi TT, que de ne pas en faire et de prendre le bus tous les jours. Ça, je l'ai mis quand même dans sa gueule. Ça, je lui avais dit, parce que ça m'avait vraiment... Il me charriait depuis des mois avec ça. Et ça, je lui ai dit quand même. Mais à part ça, au final, tu t'en fous un petit peu. Voilà, tu crées un décalage, mais c'était plus le décalage de se foutre de moi, plus que l'argent. Parce que tu comprends pas trop encore. Tu sais, quand tu as 20 ans, oui, tu dis, oui, ok, fais de l'argent, mais
à part la voiture, tu n'as pas vraiment de signe extérieur de richesse à montrer. C'est pas comme quand tu as une grande maison. Puis même, tu sais, quand tu prends 30 000, mais même avec les 30 000, moi, j'ai gardé beaucoup de côté. Et moi, il était hors de question de mettre 20 000 euros dans une montre, des choses comme ça. À l'époque, il faut revenir, 18-19 ans, tu as vraiment envie de mettre 20 000 euros dans une montre? À l'époque, je te parle. Maintenant, c'est différent que les réseaux sociaux. Ça change beaucoup. Donc, c'est pas que tu te démarques beaucoup au niveau vestimentaire ou avec tes montres, des choses comme ça. Donc, au final, à part ta voiture... Et encore, moi j'avais beaucoup de gens que je connaissais à l'école et c'était les parents qui payaient la voiture, quoi. Moi j'avais un de mes amis à l'école, son père il lui avait payé une Porsche, quoi. Il avait 20 ans. Donc au final avec ton Audi TT, c'est bien, mais on me raillait beaucoup plus de faire du Pokémon que de l'admiration. Ok, parce que finalement c'est ce qui se passe un petit peu dans la génération d'aujourd'hui. C'est qu'ils sont floudés par les réseaux sociaux de gars qui à 18 ans roulent déjà en Lamborghini, machin, peut-être souvent pas pour les bonnes raisons. C'est pour ça que moi je souligne ce point-là aussi, parce que moi j'ai à cœur de faire comprendre aussi à la nouvelle génération que la vie c'est pas ça. Ouais. Parce que nous on n'est pas des anciens, on est toujours dans notre génération, mais il faut mettre de la nuance sur ce qui est vu, il faut mettre aussi de la prévention sur les contenus qu'ils peuvent trouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Toi aujourd'hui tu as eu cette réussite très tôt, parce que c'est une réussite très tôt, c'est des sommes que beaucoup n'atteigneront potentiellement jamais sur n'importe quel business. Quel est le message aujourd'hui, au vu de ton histoire, de ce que tu as vécu, l'argent que tu as gagné très vite, ce que tu as montré très vite, une Audi TT à 18 ans, machin, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas YouTube, etc. Il n'y avait même pas Facebook. Il n'y avait pas TikTok. Non. Il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Quel est le message que tu donnerais à la nouvelle génération qui regarde un peu tout ce qui se passe là sur le YouTube Game en ce moment, notamment à Dubaï, puisque on est les principaux acteurs de ça. C'est pour ça que moi j'ai vraiment à cœur de rester très sain, très cohérent dans ce que je fais, pour justement, je sais que je ne changerai pas cette image de Dubaï, mais au moins l'atténuer, ou au moins montrer qu'il y a des choses réelles qui existent. Quel message tu aurais à donner à cette nouvelle jeunesse qui aujourd'hui est bombardée de si t'es pas millionnaire à 20 ans, t'as raté ta vie? Il n'y a pas d'argent facile. Ça, c'est vraiment la chose que j'ai comprise. J'ai investi dans beaucoup de trucs. Si tu veux vraiment faire de l'argent, il faut bosser. Donc ça, peu importe les gens. À Dubaï, tu as bien fait de le mentionner. Moi, je vois dans la manière de la plupart des gens que j'ai rencontrés à Dubaï, généralement les voitures de luxe, je n'en ai pas vu beaucoup en voiture de luxe et pourtant ils prétendent être des multimillionnaires de trucs de fou. Mais j'ai pas vu de gars dans mon entourage d'entrepreneurs qui parlent toujours de millions à table. Je les ai jamais vus avec une voiture à 100 000 euros à côté de moi, par exemple. C'est une bêtise. Moi, je pense que si tu veux vraiment faire beaucoup d'argent, il n'y a rien à faire, tu dois taffer. Travailler. Moi, je travaille 5 jours sur 7, j'ai pas peur de le dire, parfois 6 jours sur 7, même encore à 37 ans. Et quand j'avais 20 ans, tu peux demander à Maxime, on travaille 7 jours sur 7. Et ça, on l'oublie. Et entre ce que tu montres sur les réseaux sociaux et ce que tu fais réellement, déjà, je vais te poser une bête question. Tous ces gens qui se recordent en manière générale aux réseaux sociaux, tu crois vraiment qu'ils sont focus sur leur business? Moi, quand je travaille, j'ai pas le temps de me filmer en train de travailler, etc. T'as pas le temps, tu te bosses. Et si tu t'arrêtes à chaque fois pour te filmer, t'es plus concentré, donc tu perds du temps. Donc ça, j'ai jamais compris ces gens où quand tu vas dans leur story, il y a toujours pour 15-20 stories différentes. Et ils t'expliquent, alors ils ont un rendez-vous là, ils le filment, puis ils t'expliquent qu'ils vont vite à la plage, ils mettent Office of the Day, etc. Mais déjà, quand tu vas à la plage et que tu as le soleil dans la gueule, comment tu vois ton écran? Comment tu travailles? Factuellement, c'est compliqué. C'est compliqué, donc c'est pas la vie, on est d'accord. Donc moi, les gens que je connais qui ont fait beaucoup d'argent, déjà tu les vois pas sur les réseaux. Et il y a des gens qui ont gagné beaucoup plus que moi, mais tu les vois pas. Ils n'ont pas le temps, ils sont occupés, ils ont du business à gérer, ils n'ont pas le temps. Et donc pour moi, ce que je pourrais dire à la nouvelle génération, si tu veux vraiment faire des millions, tu dois travailler. Si tu travailles pas et que tu as un gars qui dit... alors, dans ce que je connais, maintenant... Pareil, tu peux faire des millions en crypto. Mais si tu veux faire des millions en crypto, il faut déjà mettre beaucoup d'argent sur la table en crypto. Mais quand tu vois des formateurs qui disent tu mets 50 € et tu peux devenir millionnaire en crypto, si tu trouves la crypto qui peut te faire péter et devenir millionnaire, en niveau probabilité, ça peut exister. Mais la chance que tu le fasses, elle est très faible. C'est comme ici, j'ai donné un bête exemple. Ça, c'est funny. Donc moi, j'essaye de sortir petit à petit de mon business. J'ai envie, si je peux, de devenir retraité ou du moins d'avoir une moins grande charge de travail parce que je commence à être fatigué.
Et donc, je vois tous ces formateurs qui disaient, les gars, faites une marque et revendez-la. C'est pas bête en soi, tu vois, c'est une bonne théorie. Et moi, je dis, ok, moi, mes business font autant. Et donc, je vais voir des boîtes aux États-Unis qui sont spécialisées dans la revente de business. Donc, moi, j'ai de l'e-com et moi, je voulais tout revendre. Et ils ont évalué la valeur de mon business pour sortir entre 15 et 20 millions d'euros. C'est la valeur de mon business à l'heure actuelle. Pour sortir, 15-20 millions. Je dis, bah, c'est bien. Je dis, pour pouvoir vendre. Je dis, moi, si j'arrête tout ça, parce que moi, j'ai vraiment envie d'arrêter. Et je fais, ok, on va revendre. Et le problème, c'est que ces agences-là qui ont revendu des gros business, ils ont dit, il faut le trouver, l'acheteur qui va mettre 15-20 millions sur la table. Parce qu'au-delà de ça, je sais que tu es quand même encore vachement impliqué dans l'opérationnel. C'est pour ça que tu dis que tu es quand même fatigué et que tu veux arrêter. J'imagine que c'est une partie du problème. Est-ce que finalement, tes business, tes boutiques, et on va revenir dessus après sur exactement ce que tu fais, est-ce que finalement, tes boutiques, tes business, etc., c'est pas quelque chose qui, sans toi, ne performera pas autant? Alors ça, c'est clair. Ça ne performera pas autant. Et finalement, un racheteur le sait, ça. Oui, mais ce n'était pas vraiment ce problème-là, parce que généralement, quand tu as un racheteur, il te laisse 2 ans en plus dans la boîte, tu es employé dans la boîte et tu réapprends tout le système, donc tu sais sortir. Ça, c'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est que ces agents-là, ils ont dit il faut les mettre les 15-20 millions sur la table. Et c'est pas évident. Et même aux États-Unis, moi je pensais qu'aux États-Unis, c'était plein de racheteurs. Alors l'agence a dit il faudrait vendre vos boutiques une par une à la pièce. Je dis ouais, mais alors on est parti pour 2 ans, 3 ans de revente. Je fais, mais j'ai pas envie travailler pour 4-5 boîtes différentes pour les mêmes choses. Je dis moi ça m'intéresse pas. Mais on en arrivait à un point où mes boutiques faisaient tellement de bénéfices au mois par rapport au chiffre d'affaires à revendre, enfin de revendre l'argent à revendre, que même ces agences-là m'ont dit écoute, c'est mieux que tu les gardes et que tu mettes quelqu'un d'opérationnel, mais parce qu'ils disent les gens ne vont pas mettre 15-20 millions, c'est beaucoup d'argent et on ne s'en rend pas compte. Alors moi, c'est la question que je pose aux autres formateurs. Vous faites quoi à ma place ? Vu que vous passez vos formations là-dessus à 100%, de dire créez une marque et revendez-la. Et alors oui, les agences avec qui je parle disent oui, des marques à revendre à 100, 200, 300, 1 million, ça passe. 100 000 euros, mais il dit des business à 15-20 millions. Il dit même aux États-Unis, c'est très dur à revendre. Et je dois aller plus loin. J'en ai un, il a fait, c'est un de mes meilleurs potes, c'est au Canada. Lui, il envoie du lourd. Sa société, elle est quand même cotée à 450 millions de dollars. C'est costaud. Et lui, c'est pas du drop, hein. C'est costaud, c'est des lingettes que tu mets dans les lessives qui nettoient tes produits, mais de manière naturelle. Donc c'est un bon business. Son business vaut 450 millions. Ça fait 1 an et demi qu'il essaye de le revendre. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Pourtant, lui, il envoie du lourd, hein. Lui, c'est un business très stable. Il est numéro 1 sur Amazon. Tout. Il les vend dans les boutiques physiques. Il est partout. Donc lui, il a vraiment un business. Je ne trouve pas de personne qui sait mettre 450 millions sur la table. Alors, tu as dit beaucoup de choses importantes. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, une question me paraît quand même essentielle pour la suite. C'est, tu es expert en quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu fais exactement ? Alors moi, j'ai des boutiques d'e-commerce, dropshipping. Même si tout le monde dit on ne sait pas faire d'argent, dropshipping, je pense... Parce que ça, c'est un vrai débat. Il y en a beaucoup qui disent que le dropshipping est mort. D'ailleurs, je pense que tu as certains collègues qui commencent à se retirer du dropshipping. Oui. C'est mort quand tu ne fais pas le travail correctement. Moi, j'ai quand même plus de 130 employés maintenant, à l'heure actuelle. Ok. Alors oui, quand je dis employés, c'est freelancer, ce que tu veux, parce qu'il y en a qui sont toujours très tatillons. Ouais, c'est pas que des employés. Ok, ben c'est 130 personnes qui ne vivent que grâce à moi. Voilà, c'est pour les gens qui seraient tatillons là-dessus. Alors quand tu es stable, tout ça, c'est différent. Moi, par exemple, tous les ans, je vais quand même en Angleterre voir mon partenaire Stripe, qui est un processeur de paiement. Je vais voir Google, avec qui j'ai un gros partenariat avec eux. Donc en fait, le dropshipping, c'est pas mort. C'est de la façon dont tu le fais et c'est de la façon si tu es professionnel ou pas. Quand on dit que c'est mort, oui, c'est quand tu es banni de partout. Si tu es banni de toutes les agences, que ton processeur de paiement est banni, oui, tu sais plus en faire. Et puis surtout, le dropshipping de maintenant n'est plus le dropshipping de 2018. Tu dois faire un site qui est professionnel, tu dois avoir des tarifs qui sont corrects. Parce que quand je vois un gars qui vend, je sais pas, je te donne un exemple, tu sais acheter un couteau sur AliExpress 50 cents et que toi tu le revends sur ta boutique 75 €, mais bien sûr, tu ne le vendras jamais. Par contre, si tu achètes quelque chose 50 cents sur AliExpress, ce n'est pas mon cas, mais si je veux le faire, et que je le revends à 1,50 € sur ma boutique, avec un service, un support commercial en français, plus un satisfait remboursé 30 jours, plus un renvoi en France facilement, les gens sont prêts à mettre cette différence-là pour leur tranquillité d'esprit. Donc tu vois, donc les gens, pour moi, réfléchissent pas de manière ordonnée, mais bien sûr, tu sais toujours faire de l'argent. Je vais donner un bête exemple. Quand tu cherches une paire de Nike,
Le même modèle, tu vois plusieurs sites qui les vendent plus cher que le moins cher. Donc, tu as des sites qui vendent cette même paire-là moins cher, mais tu en as d'autres qui vendent plus cher et pourtant, ils les vendent quand même. Moi, j'ai regardé sur mes boutiques, j'ai des produits, j'ai les mêmes produits. Ça, c'est un test que j'ai fait, c'est très marrant. C'est là que j'ai compris que les gens ne vont pas forcément moins cher. C'est un pull plaid. Tu vois, en hiver, c'est une couverture quand il fait froid en France. C'est vraiment un plaid que tu sais mettre. Et j'avais créé une fiche produit de ce plaid-là en couleur rouge, noir et bleu. Il y a une description qui faisait comme ça, quoi. Donc, c'était pas une petite description qui était correcte et une vidéo qui était correcte, mais voilà, c'était pas ultra travaillé. Je la vendais 24 €, d'accord ? Et puis, j'ai voulu faire un split test. Donc, un split test, c'est tester une autre méthode. J'étais voir mon fournisseur. J'ai dit, donne-moi aussi ce produit-là, mais avec 5 couleurs de plus. Juste 5 couleurs de plus. Donc, au lieu d'avoir le noir, rouge et bleu, mais j'avais en plus du violet, du jaune, je ne sais plus exactement quelle couleur, mais j'avais 5 couleurs de plus. J'ai fait une description, au lieu d'être comme ça, elle était comme ça, et j'ai fait d'autres photos du produit qui étaient plus classe, et une vidéo qui était plus classe. Et ça, je le vendais 59,99 €. Eh ben, je vendais les deux. C'était le même produit, juste qu'il y avait des couleurs supplémentaires. C'était exactement le même produit, la même qualité, le même fournisseur, juste le texte était travaillé différemment, la vidéo était différente, l'image était différente, et j'ai compris qu'il y a des gens qui ne veulent pas acheter au moins cher, et que tu as des gens qui veulent, au niveau psychologique, qui veulent quelque chose de plus cher. Et c'est là que j'ai compris que quand tu fais les deux, c'est bien. C'est un peu comme ce que les e-commerçants disent toujours, parce que tu sais, moi j'ai un business SMMA, on aide aussi les dropshippers, on aide aussi les e-commerçants à se lancer et à générer des profits. Les gens ne cherchent pas forcément la beauté, mais cherchent une bonne affaire. C'est ça. Une bonne affaire et aussi un service de qualité. Moi, la plupart de mon staff qui travaille pour moi, ils sont dans le service après-vente, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, c'est encore possible de faire du dropshipping de qualité ? Avec tout ce qui s'est passé médiatiquement, avec cette politique un petit peu de bannissement du dropshipping. Regarde Temu. Il y a un an, ils n'étaient pas là. Ils n'existaient pas. Ils sont arrivés, ils ont tout détruit. C'est pur dropshipper. Ils sont arrivés, ils ont tout détruit, ils ont une bonne image, ils ont fait un marketing agressif. Ils ont réussi. Tu mentionnais également le fait que ta stratégie de sortie, que tu commençais à vouloir sortir de tout ça, notamment ta revente potentielle. Aujourd'hui, on sait que les e-commerçants, ils sont un peu liés par exemple, à certains softwares qu'ils utilisent. Je parle par exemple de la dépendance que vous avez avec Shopify, par exemple. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Est-ce que toi, dans ton business, quelle est ta dépendance que tu as avec ClickFunnels, avec Shopify, etc. Est-ce que tu as réussi à t'en sortir ? Comment tu as fait ? On a tout développé maison pendant 2 ans. Alors, quelle a été la réflexion ? Quel a été le déclic par rapport à ça ? Alors, Shopify, petite astuce pour les gens s'ils veulent emmerder d'autres stores, c'est t'envoies un DMCA, donc c'est un email de propriété intellectuelle à Shopify en disant ce store-là m'a copié. Et il m'a copié et c'est mes images, c'est mon texte. Eh ben, Shopify, c'est marrant, ne va pas chercher à savoir qui a raison ou pas. Donc ça veut dire que même si j'envoie un mail à Shopify pour un site qui m'a copié alors qu'il ne m'a pas copié, ou que pire, que moi je l'ai copié, j'ai tout pompé, je le mets sur mon site et je contacte Shopify et je dis il m'a copié, eh ben, Shopify va retirer sa fiche produit. Il va la retirer parce que Shopify n'est pas un juge. Lui, ils veulent juste se protéger légalement. J'ai une plainte, juste un bête email, ils vont dégager la fiche produit. Si tu as 5 plaintes Shopify, de 5 boutiques différentes ou de 5 sociétés différentes, ils shut down, ils ferment ta boutique. Et moi, je ne voulais plus. J'étais trop attaqué par des dropshippers qui me voulaient vraiment du mal, alors qu'ils copiaient chez nous. Ils envoyaient un DMCA à Shopify, ils shut down à chaque fois nos produits. Et j'en ai marre, j'ai été parler avec Shopify, ils savaient nos chiffres, etc. Je leur ai montré, on avait un account manager, etc. Ils ont dit, on ne sait rien faire parce que Shopify, légalement, ne veulent pas être tenus responsables de tout ça. Ok, donc tu as tout développé en interne, tu as choisi d'être en circuit fermé. C'est ça. Et de créer ta propre technologie. C'est ça. Qui aujourd'hui répond parfaitement à tous tes besoins, c'est ton équipe. C'est ça, parce que en fait, j'ai mes développeurs à temps plein. Et donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose que je dois faire développer en urgence, mais comme c'est ma tech, je sais le faire. Alors qu'avec Shopify, j'étais limité. Ok. On revient maintenant sur un épisode marquant dans ta vie d'entrepreneur. Ce trophée, cet award, ClickFunnels. Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce milestone dans ta vie? Ouais, alors on avait pour objectif à l'époque, donc on avait nos boutiques, mais nos boutiques nous ont permis de savoir quels étaient les produits qui marchaient bien. C'est ça qui est bien, parce qu'en fait ça fait un peu de recherche et développement, quelque part en interne. Et Maxime, ce qu'il a fait pendant quelques années, c'est qu'il prenait les meilleurs produits et il en faisait un monoproduit, donc une page dédiée en ClickFunnels, en faisant vraiment le produit le plus... avec les plus belles images, les plus belles vidéos, les meilleurs textes. Donc c'était vraiment un travail... vraiment sur la fiche produit en elle-même, via ClickFunnels. À l'époque, pourquoi on avait utilisé ClickFunnels, c'était bien parce que c'était quand même une technologie qui ne permettait pas les DMCA. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de monoproduit en Shopify. Parce qu'on savait le danger de le faire. Par contre, dans ClickFunnels, ça passait. Et alors, ce qu'on a fait, c'est que quand Max faisait les produits, donc qui étaient des winners en monoproduit, on les lançait dans tous les pays. Donc quand je te dis tous les pays, c'est États-Unis, Canada, Italie, Espagne, Danemark, tous les pays. Et en fait, comme on savait que c'était un winner, parce que le marché français est très compliqué, quand tu as quelque chose qui marche en France, il y a 90% de chances qu'il fonctionne à l'étranger. Ça, c'est vraiment une database. Okay, parce qu'il y a beaucoup de défiance en France. Voilà. Donc, tu estimes que si ça passe en France, le reste du monde devrait... C'est ça. Bon, d'ailleurs, quelle partie du monde est la plus enclin à acheter en e-commerce? Alors, ça dépend. Si tu lances une doudoune chauffante et que je lance au Brésil, ça va être compliqué. Ça, c'est pas un mini climatiseur en Norvège. Je sais pas, c'est très pertinent. Tu comprends? Donc, c'est vraiment différent. Maintenant, on a deux choses qui avaient bien marché. C'était des pommeaux de douche qui permettaient de faire des économies d'eau avec un gros jet puissant. Ça, c'était universel. Max a totalement pété le produit. Je ne sais plus combien il a fait de ventes parce que c'était plus lui qui était là-dessus que moi. Parce que Max et moi, ce que j'adore, je reviens là-dessus, c'est qu'on a 50-50 sur tout, mais on a deux fonctions totalement différentes. Je ne maîtrise pas ce qu'il fait et il ne maîtrise pas ce que je fais. Donc, on est vraiment dans une confiance aveugle. Complémentarité. Ouais, tout. C'est 50-50 surtout. Parce qu'on sait bien qu'on sortira en même temps et on gagnera de l'argent en même temps. Soit on gagne ensemble, soit on perd ensemble, mais c'est jamais on ne se scinde pas. Ça, jamais on le fera. Ça, je l'encourage beaucoup d'avoir un bon business partner parce que vous êtes à deux à gérer les problèmes et pas tout seul. Et tu ne te sens pas seul. C'est bien. Franchement, je le recommande. Enfin bref, pour ClickFunnels, alors je dirais que tu as les pays nordiques, ils achètent beaucoup. Norvège, Suède, Finlande, ça achète à fond. Danemark, ça achète à fond. Maintenant, si tu veux vraiment attaquer de la masse pour être connu très rapidement, pour faire du chiffre très rapidement, les États-Unis, c'est immense. Brésil, c'est bien, mais tu as beaucoup de retours, tu as beaucoup de litiges, donc il faut faire gaffe. Mais ouais, et en fait, Maxime, en prenant tous ces monoproduits qu'il a scalés à l'international, il a généré pour 20 millions de dollars en 6 mois ou quelque chose comme ça, rien qu'avec ça. Hein. Donc les boutiques continuent à tourner. Hein. Ce n'est pas 20 millions de tout le business confondu, c'était 20 millions que de monoproduits. Ok. Donc voilà, ouais. Et ça t'a valu du coup une invitation aux États-Unis? C'est ça. Donc on a reçu 2 trophées de 10 millions de dollars pour avoir généré 20 millions, donc 2 trophées de 10 millions. Et on a rencontré Russell Brunson. Et en fait, on l'avait été pour plus la social proof. Donc la preuve, parce que y a trop de fakes sur Internet, tu sais pas trop. Tu sais, même, bête à dire, même si un jour tu viens avec une Lamborghini, qu'est-ce que tu en sais que c'est les louer ou pas? T'en sais rien. Même une maison, tu as des gens... D'ailleurs, tu as une petite histoire sur ces histoires de location de voitures à Dubaï dont tu nous feras part tout à l'heure. Ouais. Avec un influenceur connu du grand public. Ouais. On discutera de ce petit buzz après. Ouais, avec plaisir. Alors, juste, parce que tu le sais que moi, sur la thématique de ma chaîne, c'est trading et entrepreneuriat. Ouais. Nous, par exemple, en trading, il y a un truc, c'est un espèce de, je sais pas, de nuage marketing, de fausses croyances, qui est que, par exemple, pour valider que tu es un trader, par exemple, legit et rentable, tu dois passer un challenge ProFirm, par exemple, notamment d'une ProFirm, je prends n'importe laquelle, FTMO, ouais. Et il te donne la certification que tu es funded. Donc, que tu as acquis les compétences et la régularité et le money management nécessaires pour décrocher ce diplôme qui fait qu'aux yeux des gens, tu es un trader rentable et legit, peut-être apte à donner des formations, etc. Ça, ouais. Okay, j'en avais entendu parler de ça. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que ce trophée ClickFunnels que tu as eu, est-ce que c'est ta propre firme dans le e-commerce? Ma question, plus précisément, c'est est-ce que ceux qui ne l'ont pas sont légitimes à faire autant de formations aux yeux du marché, par exemple? Alors, 2 choses. Oui, ça m'a donné beaucoup de social proof. Donc, tu as beaucoup de gens
quand ils remettaient en cause mes avoirs, entre guillemets, les gens disaient, ouais, attends, il a quand même les trophées à 20 millions, ça, c'est pas fake. Donc, il a au moins fait 20 millions d'euros. Alors, qu'est-ce qu'on peut pas fake en e-commerce et que, par exemple, tes confrères, tes compétiteurs, peut-être, en e-commerce, dropshipping, qui font du e-commerce, qui ont des SaaS, qui font des formations, qu'est-ce qu'ils peuvent montrer à leur audience qui prouvent qui sont legit. Alors, je sais qu'on voit beaucoup des screenshots, des chiffres, des trucs. Leur chiffre de boutique. Mais ça se fait qu'un chiffre de boutique, non? Comme Max, tu mets tout le monde en direct et tu commences à jumper entre tes différents stores et tu montes tes chiffres et tu demandes à la personne, donne-moi une date. Et la personne donne la date en question et tu mets la date et tout. Parce que ça, moi, je me rappelle à l'époque où tu étais encore dans les bureaux à Bay Square, je me souviens, Business Bay, ouais. Tu étais en train de créer ta formation, Success Academy, dont on va parler également. Et je me souviens que tu étais le seul francophone, je ne peux pas dire français, désolé Gab, tu étais le seul francophone à montrer en direct, réellement, les chiffres des boutiques, là où c'était pas un tabou, mais personne ne le faisait réellement. C'est pas que les gens ne le faisaient pas, c'est que les gens n'avaient pas... En fait, il y a un truc que j'ai compris beaucoup. Dans mon métier, attention, je ne parle pas des autres formateurs dans d'autres domaines, parce que je ne suis pas legit, je ne connais pas. Parce que je connais des formateurs en coach bien-être ou des choses comme ça. Ça, je ne peux pas juger, ce n'est pas mon secteur. Mais nous, on est deux dans la société, moi et Maxime. Je peux t'assurer qu'être formateur et avoir en même temps tes business qui tournent, faire les deux en même temps, c'est très compliqué. Par exemple, nous, ça fait 3 ans qu'on ne fait plus la formation. Success Academy V2, ça fait 6 mois. Elle est recordée, hein. C'est ça le pire, c'est qu'elle est faite. On n'arrive pas à la relancer. Pourquoi? Mais parce que nos stores bouffent tellement de temps qu'on a du mal à se mettre sur les deux. Donc moi, je dirais, généralement, quand tu es un formateur en e-commerce ou pour lancer un business en ligne, fait de la formation, il n'a plus de business à côté. Dans mon secteur. Ça prend beaucoup trop de temps, beaucoup trop chronophage. C'est impossible. Si tu fais vraiment les chiffres que tu annonces, vu que moi je suis dedans, je sais que c'est impossible. Et en plus, généralement, ces formateurs-là, ils sont tout seuls. Alors tu vas m'expliquer comment tu génères des millions en store et en étant tout seul en formation, donc tu gères 2 business à millions ensemble. C'est très compliqué. J'y crois pas. J'y crois pas parce que je suis dedans. Alors, tu parles de cet aspect super chronophage du business. Moi, il y a un truc qui va m'intéresser, qui, je pense, va intéresser beaucoup de ceux qui nous regardent. Qu'en est-il de l'intégration de l'intelligence artificielle dans ton business? Alors, ChatGPT, j'utilise énormément maintenant. C'est bête à dire, mais quand Google Ads est venu, donc je suis très gros client Google Ads, et il y a des nouvelles lois qui sont en train de passer en Europe où les false claims, donc les fausses déclarations, genre, je sais pas, je te donne une crème et que tu vas perdre 20 ans, tu vas retrouver une peau de bébé, par exemple, c'est un false claim. Si tu mets, par exemple, je vois une crème et que dans la description de la crème, tu dis, vous allez retrouver votre peau de bébé, c'est un false claim, c'est une fausse déclaration. Donc Google m'a dit, écoute, tu as jusque, par exemple, ici, c'est un exemple, jusqu'au 31 mars pour te mettre en conformité avec toutes tes fiches produits, ou sinon on doit te mettre dehors parce qu'il y a trop de false claims. Moi, j'ai commencé en 2015, donc... Ça fait un peu de taf. Ouais, par exemple, l'intelligence artificielle m'a beaucoup aidé parce que j'ai développé un prompt complet où je mets chaque fiche produit dedans et je dis est-ce que c'est Google Ads compliant ou pas. Et la fiche me dit oui, non. Et si c'est non, après j'ai un autre prompt qui dit voilà, est-ce que tu peux me ressortir tous les passages qui ne sont pas compliant. Et il va tous me les lister. Alors, l'intelligence artificielle n'est pas encore parfaite parce que si je lui dis reformule-moi tout pour que ce soit compliant, ouais, ça devient moins commercial, ça devient moins bon. Voilà, ça devient moins bon. Bien sûr. Donc, moi, l'intelligence artificielle m'aide beaucoup pour ça, pour apprendre des décisions plus rapidement, entre guillemets. Pour mes ads, par exemple, si je fais du search, voilà, je donne la fiche produit à ChatGPT. Je lui dis, est-ce que tu peux me sortir les 5 keywords ou les 5 avantages du produit? Et il me les sort les 5 et je sais que je peux les mettre dans mes text ads en listant les 5 avantages. Par exemple, ça c'est bien, ça marche bien. Donc je ne donnerai pas tout à ChatGPT, jamais de la vie. Mais par contre, oui, ça a changé mon business. Par exemple, ce que je suis en train de refaire aussi, c'est bien fait. Je te donne que des exemples concrets. Je ne te donne pas tout, mais je te donne vraiment comment moi j'utilise à l'heure actuelle, en sachant que moi je ne suis pas un expert intelligence artificielle. Moi, j'utilise un outil que tout le monde parle, dont tout le monde parle. Je l'utilise pour mon business en tant qu'utilisateur, pas en tant qu'expert. Je maintiens quand même à le dire. Au cas où les gens diraient oui, mais tu peux faire ce prompt-là, tu vas le faire correctement. C'est possible. Mais moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé cette méthode-là. J'utilise aussi pour les images, des images d'il y a 5, 6, 7 ans,
en dropshipping, elles étaient dégueulasses. Ouais. Et je les remets dans des logiciels d'intelligence artificielle, c'est pas ChatGPT, et retravaille toute la qualité de l'image qui ressemble beaucoup plus belle. Dans ton utilisation du quotidien, d'accord, mais je sais de source sûre qu'on a un ami en commun, frère d'un très gros du e-commerce et du dropshipping, qui utilise également l'intelligence artificielle pour le service après-vente. Alors, nous, on l'a testé. Mais moi, comme j'ai tout mon staff qui est déjà bien employé, parce que moi, mon staff, la plupart de mon staff est avec moi depuis 6 ans, 5 ans, 6 ans. Donc, c'est du staff qui est déjà bien train. Et quand ça fait 5 ou 6 ans que tu fais le même business, c'est toujours les mêmes réponses de tes clients qui reviennent. Quand mon produit va arriver, pourquoi il est arrivé cassé, je trouve pas le tracking, la référence number, tu vois, toutes des choses comme ça. J'ai pris sans faire exprès un abonnement, comment je le cancel. Quand ça fait 6 ans que tu fais la même chose, pas vraiment besoin de l'intelligence artificielle. Tu as des mails copier-coller. Ah oui, c'est des templates. C'est bien pour les gens qui commencent, mais quand ton business il est déjà rodé comme ça, c'est pour ça que quand les gens disent oui, l'intelligence artificielle a changé mon business, il a aidé beaucoup. Ça, c'est clair, parce que maintenant, quand je fais une fiche produit, la première chose que je fais, même dans les nouvelles qui arrivent sur mes stores, c'est est-ce que c'est compliant Google ? D'office, c'est la première chose que je demande. Donc ça aide vraiment, ça t'évite d'avoir des bans de tes Google. Donc ça, c'est bien. Maintenant, quand ça fait 5-6 ans que tu es déjà dans ton business, tout ne change pas. Donc toi, tu dois avoir, parce que le SAV, c'est quand même une énorme partie du business e-commerce. C'est quand même une énorme. Donc j'imagine que sur tes 100 et quelques, plus ta centaine d'employés que tu as, combien tu dédies au SAV ? Je pense 80-90. Ah oui, d'accord, donc c'est énorme. Mais attention que moi, de la manière dont je fais du business, moi je parle qu'à 5 personnes de ma société. Donc moi j'ai 5 managers qui eux aussi gèrent des équipes. Et donc ça c'est bien parce que... Et je crois même que tu as une particularité assez unique, c'est que tu as un manager qui gère les managers. Ouais, et qui ne connaissent pas. Donc ça veut dire que les 5 managers ne connaissent pas, j'appelle ça mon espion, ne connaissent pas le manager qui surveille tout ce qui se passe. Parce que dès qu'il y a un des managers qui merde, la personne me contacte disant là on a du retard là-dessus, et moi je contacte directement le manager, est-ce que tu peux m'expliquer le retard ? Donc ça c'est bien, parce que comme ils ne se connaissent pas, ben, ils peuvent pas devenir amis ou des choses comme ça, donc oui, ça a beaucoup aidé. Ouais. Ok. Parlons de recrutement rapidement. Ouais. Si je te dis banane et recrutement, qu'est-ce que tu me dis ? Alors moi j'engage beaucoup sur Upwork. Pour les gens qui connaissent, c'est une plateforme qui te permet d'engager des gens sans que ça risque ton business, donc c'est bien. Et alors, généralement, vous avez beaucoup de gars qui candidatent à ta société, mais ils lisent même pas. Ils lisent même pas la fiche produit, enfin la candidature. Ils envoient un maximum d'emails pour espérer avoir un entretien. Et donc, en fait, moi, ce que je mets, si par exemple, je cherche un développeur, je dis, voilà, il faut maîtriser cette connaissance-là, expliquez-moi en 5 mots ce que vous pouvez faire, pourquoi je vous prendrai. Et aussi, finissez votre lettre de candidature par le mot banane. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens qui ne mettent pas le mot banane, ça veut dire qu'ils sont déjà pas capables de lire des consignes. S'ils sont pas capables de lire des consignes, il faut pas perdre ton temps avec un entretien. Donc voilà. Donc oui, nous c'est vraiment notre clé, c'est chaque personne qui veut travailler chez nous, qui envoie un mail de motivation, doit finir par le mot banane. Bah écoute, ça c'est une bonne leçon. Une bonne leçon de recrutement, je pense qu'on peut donner à beaucoup de HR, au moins, ou être sûr d'avoir des profils au moins qualifiés. Hein. Ouais. Donc tu as énormément de salariés, tu as énormément de business. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te rapporte le plus ? L'e-com. De loin. On a essayé la formation, ça nous a ramené, mais pourquoi on n'arrive pas à lancer la V2 ? Parce que l'e-com est tellement gros que tous les business qu'on a lancés, il n'y a jamais rien qui a battu l'e-com. C'est un truc de fou. Quand tu le fais à vraiment à grosse échelle, c'est très lourd. Ça a été quoi le plus gros challenge auquel tu as dû faire face dans ton aventure e-commerce ? Ban Shopify, repartir de zéro. Ban de Shopify, donc toutes tes boutiques. Non, pas toutes, mais même quand tu dois repartir de zéro, j'avais une boutique qui tombait tous les 3 mois, quoi. Avec des faux DMCA, quoi. Donc ouais, ça c'est de loin le plus... Ouais. C'est toi qui as géré ce problème tout seul ? En fait, j'avais prévu, oui, à la base, c'est là qu'on a préparé notre technologie, mais il nous a fallu 2 ans pour la développer, donc c'est pas qu'on était prêts. Ouais, parce qu'en attendant, il y a quand même 2 ans qui s'écoulent. Ouais, et donc en fait, mes équipes étaient déjà formées à avoir un deuxième Shopify déjà de prêt en backup, quoi. Donc à la fin, on anticipait tellement le ban que quand on ressortait une boutique, on avait déjà un duplicata qui était fait et qui était prêt à se relancer dès qu'il y avait un ban, quoi.
Aujourd'hui, tu es toujours dans l'opérationnel. C'est quoi le truc que tu as le plus de mal à déléguer? La correction de fiches produits. C'est con, les gens disent ouais, pourquoi tu délègues pas ça? En fait, j'ai des gens qui les écrivent, mais avant que ça sorte officiellement en boutique, je fais toujours une correction. Pourquoi? Parce que tu peux faire le meilleur marketing du monde, tu peux faire la meilleure pub, tu peux faire le meilleur prix du monde. Si ton produit est mal fait ou que la fiche, ta fiche, tu as des images dégueulasses ou tes textes ne sont pas bons, tu ne vendras pas ton produit. Donc ça veut dire que ta pub, tu vas perdre ton argent, les split tests de prix, tu vas perdre du temps, etc. Donc moi, mon but, c'est que ta fiche produit, quand elle arrive sur le marché, mais quand même quand elle part en test de pub, qu'elle ait une chance de passer. Donc ça, clairement, les fiches produits, je ne délèguerai jamais. Pas avant la sortie. Ça, c'est clair et net, ça, c'est ultra important. Même si c'est chiant, c'est clairement chiant. Et alors, l'autre chose aussi, c'est les ads sur Google Ads. Ça, je ne le délègue pas parce que l'algorithme Google, il évolue tellement vite que si tu files ça à une agence et qu'un jour tu ne travailles plus avec l'agence ou que l'agence devient mauvaise parce qu'elle ne se met plus à jour, ben en fait, ton business dépend de quelqu'un d'externe. Admettons, tu as une agence, d'accord? Elle gère, je sais pas, 30 boutiques en ligne. Tu crois qu'elle va avoir le temps de passer 5 heures sur la tienne en particulier ou si tu demandes un truc? Non, elle n'aura jamais le temps. Par contre, quand c'est toi qui gères tes pubs et que tu dis, il y a un nouveau type de ads qui vient de sortir, bah, moi je vais le tester moi parce que je connais bien la plateforme. D'ailleurs, j'achète beaucoup de formations aux États-Unis sur Google Ads tout le temps. Donc ça c'est un point intéressant. C'est que malgré les millions, malgré les business, malgré l'expérience, etc., tu continues de te former. Ah, ben clairement. Pourquoi? Parce que moi, je suis à 4 jours par semaine, je fais que de la routine. Donc, je ne fais pas de recherche et développement 4 jours par semaine, donc 4 jours sur 5, officiellement. Parce que c'est ça c'est important ce que tu viens de dire, c'est que tu considères que la formation fait partie de la R&D de ton entreprise. Ah, bien sûr, c'est de la recherche et développement, clairement. Donc moi, ça, j'utilise le vendredi, c'est là où je lance toutes mes idées. Je fais que ça. Le vendredi, je fais du lancement d'idées. Mais du lundi au jeudi, c'est les pubs, les fiches produits, etc. Regarder où en sont les développeurs, faire des bêta-testing, etc. Ça, oui. Du lundi au jeudi, c'est la clé, c'est de la routine. Et le vendredi... Ben oui, tu dois acheter des formations parce que tu as plein de gars. Si tu as une seule idée qui fonctionne dans une formation, ça peut changer mon business. Mais moi, j'ai pas le temps. Tu as des gars, c'est marrant. Et tu as beaucoup de choses avec les formateurs. C'est qu'eux, ils font que ça au final. Vu qu'ils n'ont aucune formation à vendre, ils font que de la recherche et développement. Ils essaient de trouver la petite idée qui peut marcher. Et donc, ces gars-là, laisse-les faire toutes les tests qu'ils veulent. Et moi, j'achète la formation, je les fais dans l'avion, tranquille, ou des choses comme ça. Et je note, et quand je reviens, je les teste et ça part en dev. Et on fait des tests et parfois, oui, j'ai fait des trucs qui ont changé mon business grâce à la formation, clairement. Et pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, est-ce que, parce que tous ceux qui veulent se lancer dans l'e-commerce, dans le dropshipping, etc., on sait tous que ça tient majoritairement à ce qu'on appelle un winner, un produit gagnant plus tout le marketing qu'il y a derrière. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous donner, par exemple, un produit winner? Pour l'été, mini climatiseur. Tu peux foncer en hiver, veste chauffante. C'est pas te tromper. Mini climatiseur et veste chauffante pour l'hiver. Ouais, clairement, c'est pas te tromper. C'est vraiment des produits qui marchent depuis l'aube des temps chez moi. Ça fait 5 ans. 5 ans, c'est 5 ans, ça fait la même fiche depuis 5 ans qui tourne en hiver. Alors c'est marrant, merci pour ton honnêteté parce que j'ai eu cette discussion avec énormément de dropshippers, énormément d'e-commerçants. Ça, en général, c'est le secret le mieux gardé. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas donner leur winner, ils veulent pas en discuter, c'est leur secret sauce, etc. Ouais, non. Toi, non. Moi, j'ai même donné dans ma formation, c'était marrant, on avait filé un winner pour les monoproduits dans la formation en V1. Et tout le monde disait, ouais, mais Gab, tu l'as fini, il est cramé. Et puis, une fois, j'ai ouvert ma boutique et j'ai regardé, c'est mon top 1 en produits de beauté. Et les gens ont fait, tu sais pas cramer un marché. Comment tu veux cramer un marché? Pour cramer un marché, il faudrait que Amazon... Je vais te dire, même si je te donne l'idée de lancer, par exemple, en cosmétiques, tu vois les pistolets masseurs là. Les massage guns là. Ouais. Ça c'est là-dessus moi que je t'ai connu. C'est sur le massage gun. Ça marche toujours. Ça, depuis 2015, parce sûr. que moi je t'ai connu en 2015. En 2015, tu étais déjà sur le massage gun. Ça marche toujours. Et d'ailleurs, gun qui est arrivé maintenant dans les stores physiques. Bien sûr. D'ailleurs, est-ce que tu valides cette thèse, cette théorie, qui dit que si le produit arrive dans un store physique, c'est que le produit est mort pour le dropshipping? Non. Maintenant, pas du tout. Quand tu vas chez Carrefour, il y a plein de produits dropshipping là-bas. Ça te crame pas. J'ai même allé plus loin. Quand les gens disent, ouais, il faut pas donner tes idées, on va te les piquer. Ouais, tu sais, généralement, le produit que tu vends dans ta boutique, quelle est la probabilité qu'Amazon ne le vende pas? Quelle est la probabilité que Cdiscount ne le vende pas? Quelle est la probabilité qu'AliExpress ne le vende pas? Ces trois-là, ensemble, représentent tous les dropshippers ensemble. Easy. 10 000 fois.
Je m'en fous de te filer mon produit, c'est pas toi qui vas aller chercher mes ventes. De toute façon, Amazon est déjà là pour me les prendre. Est-ce que, en parlant d'Amazon, parce que je sais qu'il y a aussi Rakuten, ouais. Okay. Oui, je te l'ai pas dit, mais bien sûr, il y a aussi Boulanger aussi. Boulanger, c'est Discount, etc. Est-ce que finalement, ils n'ont pas été dans ta manière à penser, ils n'ont pas joué un rôle un petit peu de mentor? Parce que finalement, dans ton métier, qui peut te mentorer? Aux États-Unis, il y a des gens qui ont beaucoup d'idées. Ici, c'était marrant. Alors, ce qui est bien, c'est que comme on essaie de relancer la formation, quand on aura le temps, c'est que j'étais conférencier dans pas mal d'événements comme le MAGE ou Web2 Connect, etc. Et alors, c'était bien. J'avais rencontré un gars qui était très fort en Google Ads, mais très très fort. Et il m'avait vu faire la présentation. Il est venu me parler. Il me dit ouais, t'es le gars qui est connu en Google Ads. Je fais oui. Et on a commencé à échanger des idées. Et ouais, quand même. Il m'a appris beaucoup de choses. Alors que j'étais déjà très fort en Google Ads, je lui ai appris aussi des choses, mais on a eu cet échange d'idées. Donc, tu peux être le plus gros, tu ne connaîtras jamais quelque chose à 100%. Ça, c'est quelque chose, quand le jour où le gars il te dit « Ouais, mais moi, je connais... » Surtout avec un algorithme qui évolue tous les 6 mois. Ouais, et puis même, c'est des usines à gaz, c'est tellement gros. Même moi, à l'heure actuelle, avec mes boutiques, est-ce qu'en e-commerce, je connais tout? Mais bien sûr que non. Tu auras toujours un gars... Ici, j'en ai un, il était venu avec une idée, on discutait... Et il me disait, tu sais, moi, je sais comment j'ai contrecarré Temu. J'ai fait, ça m'intéresse, parce que Temu met quand même un gros chantier dans la fourmilière. Alors, tu peux nous dire qui est Temu pour ceux qui ne connaissent pas? Temu, c'est le nouveau concurrent d'AliExpress qui est en train de ravager le marché en dropshipping. C'est le concurrent d'AliExpress, voilà. Vous prenez AliExpress, Temu, c'est la même chose. Et alors, il me dit, ouais, moi, j'ai trouvé comment. Je fais, il me dit, ouais, chaque personne qui achète un produit chez moi, il reçoit un cadeau mystère, entre une liste de 10-15 cadeaux. Il m'a montré son site, j'ai fait putain, c'est pas mal. Et il m'a montré son avant-après. Et son taux de conversion, il est monté à fond, en fait. Parce que quand tu offres quelque chose, et c'est con, hein, ces cadeaux qu'il offrait avaient une valeur perçue qui était assez grande, genre par exemple des anti-ronflements, tu vois, des trucs quand même qui ont quand même une valeur perçue très, très importante. Ça, c'est important aussi parce que c'est un élément clé du e-commerce, la valeur perçue du produit. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc lui, il achetait ça, son fournisseur lui filait ça à 50 cents d'euros, quoi. Donc rien. Mais en fait, il avait trouvé 10-15 produits qui avaient une grosse valeur perçue. Il disait qu'il en offrait un au choix à la personne qui achetait dans sa boutique. Et comme on vend tous le même produit, parce qu'en drop, au final, on vend tous le même produit. Qu'est-ce qui fait qu'on achète chez toi? Tu dis, oui, mais chez ce site-là, on a le cadeau en plus. Oui, voilà, ça aide. Tu vois, c'est des petits tips que moi, je n'ai pas encore dans mes boutiques, qui sont dans une to-do list que je vais lancer, mais je ne l'avais pas. Tu as beaucoup bossé avec Google Shopping, du coup, j'imagine. Et aujourd'hui, je sais que tu as dû passer au Performance Max. Je fais toujours les deux. Tu fais toujours les deux. Je deux. suis en train de refaire des tests d'ailleurs. Alors, Perf Max, moi, je suis un fan de Perf Max. Alors, avant, je faisais beaucoup de Smart Shopping, qui n'existe plus, ça c'est vrai. Mais du shopping manuel, ça existe toujours. Et là, je suis en train de refaire, parce que là, je te dis, Temu en train de mettre un coup dans la fourmilière. C'est qu'en fait, Temu a un système, un plan... Enfin, ils n'ont pas besoin d'être rentables. Donc, ça veut dire que Temu, même s'ils vendent à perdre, ils s'en foutent, ça appartient à des milliardaires chinois. Ils peuvent tourner à perte pendant 10 ans, ils s'en foutent. Moi, je ne peux pas tourner à perte. Ça veut dire qu'un produit que je vais vendre 10 €, eux vont le vendre 2. Ça, c'est méchant. En sachant qu'ils veulent être premiers sur tout en ads. Ils veulent être premiers sur tout. Donc, ça veut dire que les gars, ils s'en foutent complètement de la rentabilité. Ce qu'ils veulent, c'est que tu deviennes un habitué des achats chez eux. Donc, en fait, ils gagneront peut-être pas la première fois, mais ils vont te faire aller sur l'application, ils vont avoir ton email, ils vont te fidéliser parce qu'ils vendent pas cher. Ils ont un peu une stratégie similaire à Wish, on n'en entend plus parler. Mais, c'est vrai. Parce que ça n'a pas tenu. Temu, je ne sais pas, ça va tenir, j'en sais rien. Et donc, en fait, ils ont mis un gros coup parce que comme ils achètent sur tout, ils font monter le prix de la pub à un truc de dingue. Donc, avant, quand j'étais en Performax il y a un an et que Temu n'était pas très présent, c'était très intéressant de faire de la Performax parce que tu pouvais acheter à du 10, 15 cents, voire du 20, c'était très intéressant. Mais depuis que Temu est arrivé, tu peux monter à 40, 50 cents du clic. Donc, ça veut dire que j'achète 2 fois plus cher mon trafic. Et là, ça a commencé à moins rigoler pour moi parce que mes marges n'étaient plus assez bien. Donc, c'est là aussi que j'ai dû me remettre en question. Et c'est là aussi que je te dis que le gars, ce que j'ai bien aimé avec le gars avec qui j'ai discuté, lui, il m'a dit, oui, je sais, Temu est en train de faire chier. Moi, j'ai refait des shopping manuels avec des plafonds en CPC. Donc, c'est bien. Donc, ça veut dire que quand Temu, il s'emballe à faire du 57, je ne le suis pas, je le laisse aller tout seul. Parce que moi, j'ai remis un plafond maximum.
Et il m'a dit, refais des displays ads, enfin des displays, c'est les bannières que tu vois. Et il me dit, tu les fais en retargeting avec un certain capping, donc une fréquence journalière où c'est vu. Et là, tu fais les deux, ça va refaire un peu du smart shopping, mais en contrôlé. Et je l'ai fait, ça a marché. Parce qu'ils achètent comme des tarés. Et moi, j'ai dû quand même revoir, surtout en Black Friday, c'était la folie. Et ça m'a permis, moi, de retourner. Donc, je fais toujours de la perf max sur des budgets plus limités. Et le reste, je le mets ce que j'appelle en filler du shopping avec un CPC capé. Où là, je laisse plus Temu aller trop dur sur moi. Ok. Comment on tire son épingle du jeu quand ton marché, tes concurrents directs, c'est Amazon, c'est ces gens-là? Comment tu fais en sorte que les gens, ton climatiseur, ils aillent l'acheter chez toi plutôt que chez Amazon, parce que foncièrement, chez Amazon, c'est la marketplace. Déjà, les fiches produits sur Amazon, elles sont dégueulasses. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est un gros avantage. Et que nous, en fait, on fait un storytelling sur toutes nos fiches produits. Donc ça change beaucoup. Ok, mais ça, je suis d'accord. Ça change beaucoup sur le processus d'achat. Mais sur le fait que les gens aillent vers toi plus que chez Amazon. Alors, ça ne marche pas comme ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'Amazon, quand tu vends chez eux, ils prennent 15% de commission. Donc, Amazon, même s'ils achètent de la pub... Donc, tu fais aussi du FBA? Non, moi, j'en fais pas. Tu fais pas du tout dans le passé. Je vendais beaucoup de chemises Ralph Lauren dans le passé. Mais après, tu avais besoin d'un accord, je l'ai perdu et donc j'ai pu plus en vendre. Mais à un moment donné, j'étais le plus grand vendeur de chemises Ralph Lauren sur Amazon, en France. Je te parle de ça en 2017, ça date déjà un petit peu. Donc je savais qu'à l'époque, ils prenaient 15%. Ça a peut-être changé depuis, mais ils prennent toujours un pourcentage. On achète tous en Google. Amazon achète en Google. Le problème, c'est qu'Amazon qui vend un truc 20 €, lui, en fait, il prend que 15% de 20 €. Donc c'est beaucoup moins, ça fait 3 €. C'est pas énorme. Donc lui, il est quand même plus limité. Moi, quand je vends quelque chose 20 €, est-ce qu'on vend au même prix? Moi, ma com, elle n'est pas de 15, elle est de 50 ou 60%. Donc moi, je peux être plus agressif qu'eux en pub. Donc comme je peux être plus agressif, Google me donne de meilleurs encarts en ads que Amazon qui ne peut pas suivre. Enfin, ils pourraient suivre financièrement, mais leur modèle économique ne tiendrait pas. Amazon est quand même là pour faire du profit. Temu, non. C'est pour ça qu'à savoir comment ils vont tenir. Il y a 1 an et demi, Temu n'existait pas. C'est tout nouveau. Temu n'existait pas. Donc, c'est bien. Donc, Amazon ne peut pas surenchérir sur moi sous peine de ne pas être rentable. Donc là, c'est là où je m'en sors. Ok. En parlant de Google, est-ce que tu as une petite anecdote piquante à nous faire part avec Google? Je me souviens que tu m'avais raconté que tu avais dû les menacer pour que... Ah, ça, c'était pour mon agence de publicité. Pour ton agence de publicité. Ouais, ça, mon agence. Donc, c'est encore autre chose. Là, on repart dans autre chose. Donc là, moi, maintenant, j'achète de la pub sur Google. Mais quand j'avais mon agence de publicité, où je refilais de la pub donc, aux gens... Donc, par exemple, moi, j'avais mon site de Pokémon, mais j'avais d'autres gens que je gérais en publicité en tant qu'intermédiaire. Donc là, j'étais une agence pour Google. Donc, c'est très différent. Donc, Google me filait de la pub pour tous mes clients. Et c'était... ça date, Je pense que c'était dans les alentours 2017, 2018, dans ces eaux-là. Et comme Google, à un moment donné, représentait quand même, de mémoire, 80% de mon chiffre d'affaires dans mon agence. Donc, en gros, tu les perds, t'es mort. Et un jour, ils nous ont demandé de venir en rendez-vous chez eux. Je m'en souviendrai toujours, leur bureau, c'était un bunker. Magnifique, c'était classe, c'était la classe, quoi. Google Paris, c'est vraiment la classe. Mais c'est marrant parce que quand tu arrivais là-bas, ils passent au détecteur de métaux et tout. C'était vraiment un bunker, quoi. C'était vraiment marrant. Et donc, je discute avec le gars, notre account manager à l'époque, et eux ont voulu nous racheter. Parce qu'on représentait à l'époque, avec notre agence MediaClick, donc l'agence de pub s'appelait MediaClick, on représentait 1500 sites web. Donc je gérais la pub de 1500 sites internet. Donc les Pokémon, donc mon site Pokémon c'était P-Pokémon, c'est un site, et j'en gérais 1499 à côté. Donc j'étais gros, j'étais quand même, je représentais quand même du lourd. Je ne sais plus combien on faisait d'impressions par jour, il faudrait demander à Maxime, mais on était la 3e plus grosse agence de France, avec tous ces sites-là. Donc on était vraiment gros. Donc Google a voulu nous racheter, parce que Google aime bien racheter les gens, ils aiment bien, les rachats, ils aiment bien ça. Et on leur a dit non, parce que j'avais, je ne sais plus quel âge j'avais, je pense que j'avais 24, 25 ans. Il faut revenir, parce que ça a tellement longtemps. Et ils ont dit, ok, si vous ne venez plus, on arrête de travailler avec vous. Donc on travaille avec eux via l'agence AdMeld, pour les gens qui sont puristes. Et ils ont dit, ok, on ne travaille plus avec vous, on vous coupe les pubs. Donc moi, du jour au lendemain, je perds 80% de mes pubs. Donc la première chose, c'est que je vois avec Maxime, je dis, on est dans la merde, quoi. Parce que nos éditeurs, donc les gens qui nous faisaient confiance, si on leur dit du jour au lendemain, ils perdent 80% de la pub, mais ils vont partir chez des concurrents, dont Google.
par exemple. Et donc, Maxime, donc déjà, la première décision, c'est comment on fait. Déjà, la première décision, c'est qu'on va voir nos autres partenaires avec qui on travaille. J'ai dit, est-ce que vous pouvez monter les volumes? Donc, ils ont dit, oui, on peut les monter, pas de souci. Donc, il y avait Rubicon Project pour ceux que ça intéresse. Ils peuvent faire, tous les gens qui y connaissent, etc. Serveur pub, Ils montent un peu, ce qui permet de nous monter à 40%. Je fais, ça va. Mais ça ne suffit pas. Et donc, j'ai dit à Max, qu'est-ce qu'on fait pour les 60? Max, il dit, écoute, on met de notre poche pour nos clients. Donc, en fait, on achetait nous-mêmes nos encarts chez nos clients. C'était vide, mais on les payait. Parce que je n'avais pas le choix. Donc, j'avais pas le choix. C'était ça où je perdais mes clients. Par contre, là, on a eu l'idée, c'est qu'on a été voir Max, on s'est dit, et pourquoi pas Microsoft? Parce que tu avais Google là, Microsoft là, et moi ici. Donc, numéro 2, Microsoft. Microsoft, c'était marrant, parce qu'ils travaillaient via l'agence Improve Digital. Donc ça, c'est très important. Et donc, Improve Digital, c'est en Hollande. On va les voir. Et on dit à Improve, je dis, vous savez, d'après le panel Nielsen, si vous nous montez les pubs... Qu'est-ce que c'est le panel Nielsen? Le panel Nielsen, c'est un panel officiel qui permet de savoir dans quel classement tu es. Par exemple, dans les Pokémon, j'étais numéro 1 ou numéro 2 via le panel Nielsen. Il y avait un autre site qui s'appelait Pokébip. Parfois, il était numéro 1, parfois numéro 2. C'est quelque chose qui est officiel, que tu dois payer pour avoir. C'est un vrai classement, quoi. C'est vraiment agréé par l'État français, etc. Donc, quand tu viens avec des stats de panel Nielsen, par exemple, McDonald's m'avait contacté grâce au panel Nielsen. C'est comme ça qu'ils avaient su qu'on était un bon média pour les jeunes, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas mentir. Et donc, moi, j'avais accès au panel Nielsen et j'avais dit à Improve Digital, j'ai dit, si vous dites à Microsoft qu'ils nous reprennent, parce que moi, je ne tenais plus. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Moi, je payais 60% de ma poche, donc moi, j'étais en perte, tout, chaque jour, comptait. Et j'ai dit à Improve, est-ce que Microsoft ne veut pas devenir numéro 1 et dépasser Google en agence de pub? Mais bien sûr que oui. Ça, je le savais qu'ils étaient intéressés par ça. Donc Microsoft dit, pas de souci, on vous donne, nous on vous prend tout, parce qu'eux ils s'en foutaient, eux ils voulaient être numéro 1. Donc eux ils étaient prêts à tout prendre. Et alors là on a joué à un coup de poker, c'est qu'on a redescendu les 20% aux autres partenaires, on a donné 80% à Microsoft, et en fait dans le panel Nielsen, Microsoft est devenu numéro 1, tout simplement. Et là Google est revenu en disant, hey les gars, je dis, moi ça va, parce que Microsoft est venu au même prix que Google, donc moi j'ai respiré. Mais j'avais dit à Maxime, je dis, tu sais, un jour... si Microsoft nous lâche, ça remettra dans la situation qu'on était avant. Et j'ai plus envie de vivre ça. J'ai plus envie. Ça, c'est terminé. Dans n'importe quel business, vous ne devez pas être dépendant d'une seule source de revenus. C'est le plus dangereux que vous pouvez faire. Et j'ai dit à Maxime, parce que Google revenait, gars, on vous reprend, pas de souci, on vous monte les prix, Je fais, écoutez, je veux bien vous donner 40%. Et pourquoi pas? Je ne peux pas vous donner la totalité parce que vous mettez dans mon business dans la merde. J'avais fait mes calculs. 40%, c'était bon, parce que si je devais compenser avec les 60 restants, je ne perdais pas. Au moins, j'étais en opération blanche, mais je ne perdais plus. Et j'étais voir Microsoft. J'ai dit, je vous laisse 40 maintenant. Grâce à ça, moi, ça m'a permis de ne plus être dépendant d'un partenaire majeur, mais de 2. Et que s'il y en a un qui me lâchait, l'autre voulait vite me reprendre pour être passé numéro 1 Nielsen. Et ça m'a permis d'avoir cette tranquillité d'esprit de ne plus pouvoir avoir Google qui peut me mettre pression, ni Microsoft. Et au contraire, les deux se battaient après pour avoir le premier encart publicitaire, d'être affiché en premier. Et donc, ça a monté mes prix. Et donc, d'une situation vraiment critique, j'en ai gagné plus d'argent par la suite. Aujourd'hui, quel est le combo gagnant en e-commerce? Par exemple, quelle est l'action e-commerce qui te génère le plus de pourcentage de profit? Alors, moi, je suis gros client chez Google Ads, donc j'achète beaucoup en Google Ads. Je sais que tu as dit que les gens vivaient beaucoup par leur winner. Moi, ce n'est pas le cas. Moi, c'est la masse de produits à travers les années qui fait que mon chiffre d'affaires n'arrête pas de monter. Par exemple, je te donne pour moi le combo. Je t'ai parlé d'une veste chauffante pour l'hiver, qui était un pur winner. Elle a été gagnante en 2020. Ce que j'adore avec Google, surtout Google Shopping, c'est que même en 2024, je sais qu'en hiver, elle va redevenir gagnante. Pourquoi? Parce que Google a déjà l'historique de ce produit-là qui a été gagnant chez moi. Donc, il va le remettre naturellement. C'était une veste sans manches. Qu'est-ce que tu fais en 2021? Tu relances une autre veste chauffante avec manches. Grâce à ça, Google te le remet en avant aussi parce que c'est un autre winner. Tu ne prends pas beaucoup de risques. Tu sais que le premier sans manches, il a déjà marché. Donc, c'est une variante. Et en fait, tu te retrouves avec 2 encarts sur Google au lieu d'un parce que tu vas en avoir des gens qui vont chercher à manches et sans manches. Et ce qui fait que les deux deviennent winners. Et en fait, en 2020, admettons, je te donne un chiffre théorique. Admettons, cette veste m'a ramené 100 000 euros.
admettons, ben avec la veste à manches, peut-être que l'année d'après, je vais avoir 175 000 euros parce qu'il y aura toujours les 100 000 euros de la veste à 100 manches, plus les 75 000 qui vont arriver. Et après, bah, tu lances pour 2022 une veste à manches avec une capuche chauffante. Et en fait, tu te retrouves avec plein de variants. Et en fait, tu commences à inonder le marché. C'est comme ça que les Temu, les AliExpress, les Amazon, ils sont tellement présents. C'est pas via un winner. C'est la masse de produits qu'ils ont. C'est pour ça que moi, les dropshippers qui font du 1 ou 2 ou du 5 produits, ça peut marcher. Mais là, tu es dans du chronophage à mort. Parce que je sais que si je lance plus de produits pendant 5 ans, admettons, j'ai tellement de variants qui existent déjà, tellement de produits dans ma boutique, que je sais que, ok, je toucherai un petit peu moins parce que tu as des produits qui deviennent obsolètes avec le temps, bien entendu. Genre les toupies volantes, là, les drones volants toupies, oui, ça se vend moins maintenant qu'il y a 5 ans, c'est vrai. Mais je vais toujours vendre, quoi qu'il arrive. Et donc ça m'amène une stabilité. Donc pour moi, le combo, c'est au lieu de faire ça, comme les gens font en dropshipping, moi je suis comme ça, mais stable. Et en termes de stratégie, je sais que toi, tu mises beaucoup sur l'emailing. Oui, alors ça, c'est marrant. J'étais à une conférence en Estonie, donc c'était il y a déjà quelques années. Et alors, c'est bien parce que tu vois d'autres e-commerçants ou d'autres entrepreneurs. C'est ça que moi, j'adore. Il faut parler avec les entrepreneurs. Peu importe combien ils gagnent, c'est pas important, ça. Bah, celui qui gagne 100 euros par mois, peut-être pas. Mais un gars qui sait en vivre et qui sait payer son voyage en Estonie pendant une semaine pour venir à une conférence, c'est que le gars, il a généré au moins un petit peu de cash pour le faire. C'est très rare que tu as un gars qui mette toutes ses économies là-dedans. Et alors, j'ai discuté avec cette personne qui était dans le bijou, qui s'en sortait bien, pas aussi gros que moi, mais ils faisaient quand même du chiffre. Je pense qu'ils faisaient entre 3 et 5 000 euros par jour de chiffre d'affaires. Donc au final, ça fait quand même plus de 100 000 euros par mois. On ne s'en rend pas compte, mais les gens ils disent, ouais, si, ça fait 1,2 million à l'année. Hein. Et les gens, ils ne réfléchissent pas comme ça, mais ça fait 1,2 million à l'année. Et moi, il m'avait dit qu'il faisait entre 15 et 20% de son chiffre d'affaires en emailing. Et moi, j'avais halluciné. Je dis, bah, impossible, comment tu fais 15-20%? Et alors, il m'a envoyé tous ces templates parce qu'il travaille avec Klaviyo. Et surtout, là où ça m'a amené à un déclic, c'est que j'ai acheté des formations sur l'emailing. Comme un taré, j'en ai acheté plein. J'ai tout lu. Il y a beaucoup de merde, hein, mais j'ai tout lu. Et maintenant, l'emailing, bah, ça varie. Je fais quand même entre 22 et 25% de mon chiffre d'affaires en emailing. Oh, du bénéfice, pardon. Pas chiffre d'affaires, bénéfice. C'est énorme. Bénéfice, ouais. C'est énorme. Ouais. Là où la plupart des gens pensent que l'emailing, personne ne le regarde. Non, c'est la folie. Donc, si tu couples emailing, Black Friday, ça change tout. Black Weekend également, parce que ça, je sais que c'est une de tes stratégies, le Black Weekend. Ouais, Black Weekend, Black Month, Cyber Monday, Black Friday prolongé, extension, ouais, bien sûr. Il y a de tout, quoi. On a roncé, on a essoré l'éponge comme il faut. Fête des grands-mères, fête des grands-pères, ouais, tout ça, on est à fond dedans, bien sûr. Bien sûr, là, il n'y avait pas longtemps, il y avait la journée de la femme aussi, si je ne me trompe pas. C'était il y a pas longtemps. 8 mars. Ouais, donc on a fait aussi un gros événement avec un gros emailing, mettons les femmes à l'honneur. C'était un truc qu'on devait mettre que les mamans. C'était un storytelling en expliquant que sans elles, on n'en serait pas là sur Terre. Tu vois, un bon storytelling qui fait que. Qui fait chialer les violons, comme on aime. Ça. Et ça marche bien. Et d'ailleurs, en parlant de ça, dis-moi, je voudrais rentrer dans le sujet un petit peu plus piquant. Est-ce que dans ce que tu as fait, tu as déjà eu recours à des techniques un petit peu borderline pour vendre, un petit peu à la limite de l'éthique? Est-ce que c'est quoi le plus loin que tu aies été pour vendre? Alors, dans la fiche produit en elle-même ou dans la technique? Dans tout, et une action que tu te rappelles où tu dis, bon, là, c'est vrai que j'ai été un peu border, c'était limite. Je connaissais un gars qui bossait chez Shopify et il me filait tous les winners. Il te filait tous les winners. Ouais, ça aide. Je savais de source sûre que c'était des winners, que ça pétait aux États-Unis. Ouais, je te cours. Parce que les gars de Shopify savent, parce qu'en fait, ils ont les stats des boutiques tout simplement. Ouais. Donc, ils savent quels sont les produits winners. Bien sûr. Et ce gars-là, d'où il te les donne? C'est-à-dire que tu l'as payé pour ça? Ouais. Ok. Tu payes. Et tu mets combien pour ça? C'était pas très cher, je le fais plus maintenant. Je pense que c'était 1 000 euros, 2 000 euros. En fait, il sortait les stats de la boutique, de tous ces produits, et combien, et te l'envoyait, quoi. C'était un Excel et t'avais tout. Ok, donc c'est de l'espionnage industriel. Il s'est fait mettre dehors. Je pense qu'il s'est fait prendre. Je sais plus, c'était il y a quelques années, mais je pense qu'il s'est fait prendre, il s'est fait mettre dehors. Faudrait redemander à Maxime, c'est lui qui me l'avait présenté. Et je l'ai fait, ouais. Ça, c'est le truc le plus dodgy que t'aies fait, ça. Ouais, parce que c'est de l'espionnage industriel. Tu peux pas faire ça. Ça, c'est illégal. Ouais. Ok. Donc, non, c'est assez hard, ouais. Et en termes, quel est le produit que tu as vendu qui était, pareil, le plus borderline, celui où
Ouais, il y en a un, c'était assez borderline, Google m'a dit de l'enlever, c'était un bracelet. Donc on avait fait une vidéo d'un gars qui était homeless, donc qui était sans abri, qui avait tout perdu dans sa vie, etc. Et en fait, il a trouvé un bracelet par terre. Et le lendemain, il a gagné au loto et il est devenu multimillionnaire. Et tout lui souriait, il a ouvert un business, est devenu multimillionnaire, etc. Donc le gars, du jour au lendemain, tout lui réussissait, la plus belle femme du monde, etc. Et puis un jour, il a pris sa douche, il a perdu le bracelet. Et 3 jours après, sa société est partie en faillite, sa maison a brûlé. C'était assez chaud. Storytelling de ouf. C'était assez chaud. Même moi, quand j'écrivais cette histoire, j'étais là, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Et ça, c'était assez touchy. On a vendu beaucoup. Alors ouais, dans la fiche produit. Donc ça, c'était un bracelet en fait, c'était simplement un bracelet que tu avais vendu, dont la promesse était de si tu as ce bracelet, t'es millionnaire. Ouais, qu'il a amené la chance, ouais. Ne l'enlève pas, sinon c'est terminé. Ouais, t'avais plein d'images de gens qui avaient gagné au loto, qui montraient leurs gains comme ça, et ils portaient le bracelet. Tu as vendu ça? Ouais. J'en ai vendu. Alors j'ai un autre truc aussi, mais on le vend plus. Tu vois, c'est bien, c'est bien, parce que Google fait beaucoup de tri dans tout ça. Donc c'est plus comme maintenant. Ça marche plus maintenant. Tu peux plus le faire. J'avais un autre truc, c'était ça. Maxime, il me charrie encore beaucoup avec ça. C'était un mec, il était service militaire. Il est parti 1 an en mission. Je sais plus, en Afghanistan. Et quand il est revenu, il n'a pas reconnu sa femme, parce que sa femme elle faisait 150 kilos. Et quand elle est reconnue, c'était devenu un canon, un truc de fou, super belle et tout. Et en fait, elle prenait, je pense, c'était une pilule qui faisait perdre 1 kilo par jour, une connerie comme ça. Ouais. C'était pas une pilule, je sais plus exactement le produit que c'était, parce que c'était il y a quelques années. Mais en gros, on voyait le mari était sorti de l'avion. Et sa femme était venue dans ses bras. Ouais, tu m'as manqué. Et il reconnaissait pas. Il disait, excusez-moi, qui êtes-vous? Tu vois, une connerie comme ça. Et on disait, mais c'est moi ta femme. Et la femme, c'était devenue un canon, quoi. Et ouais, c'était. Je sais plus c'était quoi. Ça, c'était je pense que c'était des patchs minceurs. C'était un patch que tu mettais ici et tu perdais 1 kilo par nuit. Et personne t'est tombé dessus pour ça, les associations de consommateurs, les trucs comme ça, rien du tout? Ouais, c'était en 2017, 2018. Ouais, c'était assez. C'était touchy, quoi. D'ailleurs, en parlant de touchy, en parlant de te tomber dessus, moi j'ai une petite info également. Je sais pas si les gens savent, mais tu es quand même le seul mec qui s'est fait retweeter par Booba sans se faire défoncer. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais, donc en fait, j'avais fait. Alors, je retourne l'histoire, je vais donner une info. Alors, le gars, l'influenceur en question, avec qui j'avais travaillé, s'appelait Laurent Billionnaire, pour ceux qui connaissent. Alors, j'ai eu un petit contentieux avec lui, c'est qu'on a fait un placement de produit avec lui en 2020. Pour notre formation, justement. Parce que ça marchait de faire des placements de produits avec les influenceurs à ce moment-là. Donc, on a eu Julien Tanti, on a eu Thibaut Garcia, Bébou, Paga, tous ces gars-là. Donc, on achetait partout chez eux parce que c'était intéressant. Et Laurent Billionnaire, je ne sais plus combien on avait payé, je sais plus, je pense que c'était 5 700 € le placement. C'était avant qu'il soit ban de partout. Et on devait, il devait faire le placement de produit à tel jour, à telle heure, pas se planter. Il m'avait donné son numéro personnel parce qu'on s'entendait bien, bizarrement, on s'entendait bien. Et, quoi, bizarrement? Parce que c'est quelqu'un d'assez, je dirais pas hautain, mais ouais, quand même. C'est quelqu'un qui se prend pas pour de la merde quand même. Donc, je me suis dit, il s'est dit, ouais, c'est un e-commerçant. C'est des gars quand même qui sont assez connus, donc fatalement, ils ne voient pas les entrepreneurs comme toi, tu les vois. Eux, ils se disent, c'est des acheteurs, je m'en fous, ils dégagent, et puis c'est tout, quoi. Donc, ça s'était quand même bien allé avec lui. Et il m'avait même donné son numéro de téléphone personnel pour le contacter. Et donc, moi, tu me connais au niveau business. Eh bien, je lui avais dit, tu postes assez. Je l'avais le jour d'avant, la veille, je lui ai dit, tu postes bien. Il fait, ouais, t'inquiète. J'avais même contacté son agent et je dis, vous postez bien? Oui, pas de souci. Samedi soir, vous postez? Ouais. Pas posté. On arrive samedi soir, il poste pas. C'était juste avant la Coupe d'Europe, qui était cette année-là, en 2021, si je ne me trompe pas, juste avant. Et j'ai dit, non, on ne peut plus poster maintenant. J'ai fait, parce que le week-end d'après, c'est le début de la Coupe d'Europe de foot. Il n'y a personne qui va regarder, qui va aller venir dans mon webinar, de ma formation. Je fais, personne qui va venir. Je dis, on a lu le placement. Donc moi, je vais le revoir. Je fais, écoute, Laurent, je dis, il faut penser à un remboursement. Ouais, je vous ai accepté chez moi, vous savez pas qui je suis, tu me déçois. Je fais, mec, je n'ai pas fait le placement, on va pas le faire en Coupe d'Europe. Je laisse tomber, il me faut un remboursement. C'est pas fait. Normalement, c'est moi qui devais péter un plomb, quoi. Et alors, le gars, quand même, je le trouve pas très réglo, quoi. Et au final, son agent revient, il dit, on va faire une reconnaissance de dette. Je fais, OK, on va le faire dans 6 mois. Je fais, OK, bam. En attendant, dans les 6 mois, il se fait ban son compte Snapchat.
donc moins de portée. Heureusement, on a quand même fait le placement Instagram, où il avait beaucoup moins de portée que sur Snapchat. Donc moi, j'ai été méga en perte sur ce placement-là, parce qu'entre-temps, il s'est quand même fait... sa réputation commençait à tomber. Combien il t'a coûté ? 5700, écoutez, je pense, de mémoire. Il faut redemander à Maxime. On a tellement acheté. C'était 5700 de mémoire. Et on a perdu parce qu'on n'avait pas eu de reach du tout. Parce que nous, on avait mis des tracking dans nos liens. Donc, on savait combien de personnes nous ramenaient. C'était pas bon. Mais moi, ça m'est resté quand même là. Parce que je me suis dit, putain, j'ai quand même acheté d'avance. Le gars, je lui refais quand même des rappels. Mon assistant lui fait un rappel. Le gars, il n'est pas réglo. Il poste pas. Tu sais, normalement, si tu postes pas, ben voilà, tu rends, et puis c'est tout, tu vois. En plus, on avait été chez lui parce qu'on avait tourné la vidéo ensemble. Et puis, je vois Laurent Billionnaire qui commence à se faire attaquer parce qu'il a une Bugatti. Et on voit que sa Bugatti, elle est en location. Et en fait, les gens qui commencent à l'attaquer, c'est des petits, c'est des gens normaux, tu vois. Ouais, est-ce que Laurent Billionnaire, il met sa voiture en location? C'est bizarre, blabla. Alors, je me dis, ouais, j'ai fait un max, je dis, ouais, tu sais quoi? Là, pour moi, c'est pas clean ce qu'il fait. Et je l'avais toujours là, tu vois. Je dis, tu sais quoi, je vais mettre ma Rolls et ma Lambo derrière moi. J'ai fait une story en disant, Laurent Billionnaire, cette Bugatti ne t'appartient pas, tu la loues et je veux le prouver. Et comment ? Parce que moi, j'étais venu avec mes cartes. Je dis, voilà, c'est interdit de louer son propre véhicule à Dubaï, c'est interdit par la loi. Il n'a pas montré sa carte grise comme quoi la voiture, elle lui appartenait. J'étais venu avec 5 points qui démontaient que la voiture, elle lui appartenait. Ça a été retweeté par Booba, par les magazines People comme Parce qu'à l'époque, Booba, il faisait la chasse aux influx voleurs. Ouais, il le fait donc toujours. Donc là, tu lui avais donné de la matière, là. C'est ça. Mais moi, en fait, Booba, je pensais pas qu'il allait me retweeter. J'en savais rien, moi. Je pose le truc. Déjà, je vois que la vidéo, elle fait des millions de vues. Ça commence à partir dans tous les sens. Les magazines People commencent à le relayer en disant, ouais, il y a un gars, un riche qui clash Laurent Billionnaire. C'était parti dans tous les sens. Et Laurent Billionnaire, il a repris mes posts. Et il m'a mis sur son Twitter et je me suis retrouvé sur son Twitter en train d'être relayé par tout le monde, quoi. Donc ça a fait vraiment mal, au point où sa femme, Jazz, m'a contacté en disant, Jazz a dit, il faut que tu enlèves ta merde là, parce que là, tu es en train de nous faire du mal, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Elle a dit, si tu ne l'enlèves pas, je t'attaque en justice. Alors je dis, ouais, moi je veux bien l'enlever. Mais moi, j'étais très posé, tu vois. Je dis, bah, voilà, moi je ne suis pas contre, mais... Il va falloir prouver, parce que je dis, écoutez, vous ne pouvez pas faire ce que vous faites là, de mettre que votre voiture est en location si elle vous appartient, c'est interdit. Et là où ils ont amené quand même de la crédibilité, parce que sa femme était quand même plus posée. Moi, je ne la connais pas dans la télé-réalité, des choses comme ça, mais de la manière dont elle discutait, parce qu'on a fait quand même des calls, elle avait l'air posée. Bizarrement, ça avait l'air d'être une femme posée. Et elle m'a dit, non, on ne la loue pas la voiture, on met un chauffeur, ce n'est pas vous qui la conduisez, vous pouvez aller sur le siège passager. Là, c'est légal. Et alors, elle m'a dit, viens chez moi, je vais te montrer les cartes, comme quoi la voiture nous appartient. Et j'ai fait, pas de souci. J'ai dit, une fois que c'est à eux, tu vois, moi, je ne peux pas dire non. Et j'ai refait un démenti en disant que ça leur appartenait, qui a encore plus buzzé que mon attaque, parce que les gens ont pensé que j'avais été menacé pour l'enlever. Donc, ça a refait un buzz de par-dessus. Ouais, mec, ça a été le bordel et ça s'est fait comme ça, quoi. Parce qu'il y a un moment, moi, ça fait maintenant longtemps qu'on se connaît. Ouais. J'ai vu ta carrière évoluer. Alors, bien sûr, je suis ça de loin. Je ne suis pas dans le business, mais j'ai vu ta réussite croître, etc. Mais j'ai vu aussi que tu as commencé à bosser sur ton personal branding de plus en plus chaque année. Okay. Ouais. Et il y a notamment une période, je pense que c'était à peu près l'année dernière, entre 2 ans et l'année dernière, où tu as envoyé vraiment au niveau personal branding. C'est là où tu as fait beaucoup, tu t'es montré, c'est là où tu as commencé à montrer par exemple tes signes ostentatoires de richesse, tes voitures, tu as commencé à faire des partenariats, te montrer avec certains influenceurs, etc. etc. Ouais. Est-ce que ça a été un accélérateur, un frein pour ton business? Parce que je cite, si ma mémoire est bonne, au moment où tu as lancé ta formation Success Academy, je crois que tu as dit quelque chose, genre j'ai eu plus de conversions à montrer ma Lambo que à réellement essayer de vendre ma formation. Alors, quand il y a la Success Academy V1, donc la première version, c'était en 2020. Moi, je n'étais pas vraiment dans le personal branding. Moi, j'ai commencé en fait il y a 1 an. Et là, pour l'instant, c'est en pause parce qu'on a viré le monteur, en fait. On l'a viré parce qu'il
il n'était pas stable, etc. Et en fait, avec tous les problèmes qu'on a eu en store, on n'a pas eu le temps d'en réengager un. Mais ça va revenir, en fait. Donc, le contenu va revenir. Donc ça, c'est pas qu'on l'a arrêté. Quelle chance que j'ai une entreprise de vidéoproduction. C'est dingue. C'est vrai. Quelle chance, c'est dingue. C'est pas bête. Et en fait, là où je pense, tu peux montrer ton signe de richesse, signe extérieur de richesse, mais ça doit être fait de manière subtile. Donc, si tu vas venir aux gens et dire « Regardez ma Lambo, regardez ma Roll, non. Ça fait chier les gens, ça amène la haine. Par contre, faire comme j'ai fait des tutoriels, parce que moi je faisais des tutos où j'expliquais aux gens comment faire des économies sur ses billets d'avion par exemple. D'ailleurs les tutos, allez les voir les gars parce qu'ils donnent un max de tips et moi je les regarde, j'en connais pas mal des tips, mais des fois je les regarde et je me dis ah ouais celui-là je sais pas où il a été le chercher mais il est vraiment intéressant. Voilà, et en fait la subtilité c'est que je mette soit de la Rolls, soit de la Ferrari, soit de la Lambo derrière moi quand je fais ma vidéo et je me recorde comme ça et en fait on voit la Lambo derrière qui est une caption que le gars qu'est-ce que c'est et que les gens disent ouais mais c'est quoi ce bordel, le gars il fait des tutos mais il a l'air quand même d'avoir des voitures et donc en fait tu commences à te renseigner et c'est là où j'adore aussi de faire des podcasts, c'est que la personne qui après va sur mon mur, donc en fait j'ai eu le tuto qui lui a permis de se dire ok le gars il amène de la valeur, je m'inscris, enfin je le follow et puis tu regardes les podcasts et tu dis ah mais en fait le gars c'est un entrepreneur et en fait tout ça, le mix des deux, ça veut dire que moi, en théorie, ce que je pense, c'est que quand je vais relancer la V2 de la formation, les gens vont taper mon nom, Gabriel DXB, dans Google. Ils vont voir plein de vidéos YouTube, le fait que j'ai beaucoup de followers, parce que j'en ai quand même quelques-uns, mine de rien. Et on va dire, OK, le gars est legit. Parce que tu m'avais dit, Gabriel, comment tu fais quand même pour vendre une formation si tu n'as pas les trophées ClickFunnels? Ben moi, je vais te le dire, si tu fais des podcasts et que tu parles de beaucoup de business là-dedans, pas de la théorie, des exemples. Parce que moi, tu vois, ici, je te donne beaucoup d'exemples. Tu me parles de Microsoft, tu me parles de Google, je t'explique un peu mon histoire. Tu parles de Pokémon, je t'explique mon histoire. Mais même si je n'ai pas les trophées ClickFunnels, mais tu le sens que j'ai de l'expérience. Tu le sens que j'ai vécu des choses. Et c'est pour ça que pour moi, par exemple, quelqu'un qui n'a pas les trophées, tu vas le sentir s'il te baratine ou pas. Parce que si le gars te parle que de théorie, c'est bizarre. Si par contre le gars il t'explique, oui voilà, j'ai vendu ça, quel est ton winner, tu as fait comme ça, comment tu m'as demandé aussi quelles étaient les clés pour devenir plus grand en e-commerce, mais je t'expliquais l'histoire de la veste chauffante sans manche, avec manche, ça a du sens. Et moi je pense que si tu dois l'acheter les formations de quelqu'un, je te parle pas de la mienne, hein. Regarde ce qu'il a fait en podcast. Regarde 2, 3, 4 podcasts de ça. Moi, j'ai des gars qui ont acheté la V1 de la formation qu'on ne vend plus, qui ont contacté Maxime en disant j'ai vu 4-5 podcasts de Gabriel, le gars m'a convaincu, j'achète. Parce que... Social proof, toujours. Oui. Numéro 1, apporter de la valeur. Ouais. OK. Donc, susciter l'intérêt. Et derrière, construire un écosystème dans un cercle vertueux qui fait que, in fine, il vient se renseigner sur qui tu es. C'est ça. Il y a du social proof parce que moi, je le dis souvent, YouTube, c'est la nouvelle télé. Il y a des années en arrière, tu sais, quand tu voyais quelqu'un qui passait à la télé, même que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, okay, tu te disais, bah, ce gars-là, il est important. C'est ça. Parce qu'il passe à la télé. Ça doit être quelqu'un de connu, moi je ne le connais pas, mais vu qu'il est à la télé, ça doit être quelqu'un d'important. C'est ça. Et bien ça aujourd'hui, dans notre société de nos jours, c'est le rôle de YouTube. C'est tous ceux qui passent sur YouTube, même s'ils n'ont rien fait, qui ne sont pas connus, machin, juste parce qu'ils ont une chaîne où ils font un podcast, ça leur donne une importance qui, bien évidemment, est très souvent légitime, d'autres fois un peu moins, mais c'est vraiment un social proof qui est devenu très très important aujourd'hui. Ouais, ça aide beaucoup, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, donc moi... Je pense que quelqu'un qui... Moi, je vais te donner aussi une autre astuce. Si tu vois que le gars, il est tout le temps en vacances, si tu vois qu'il est toujours à la plage, si tu vois qu'il voyage 4-5... Même, je vais te dire, quand tu gères un business, c'est pas évident de partir en vacances tous les mois. Ça, j'en sais quelque chose. Ouais. Moi, ma femme était hôtesse de l'air. Ouais. Tout le monde m'a dit... mais du coup, t'as les billets d'avion pas chers, tu as dû faire tous les pays du monde, tu as dû voyager à droite à gauche. Zéro. J'ai absolument pas voyagé parce que ça fait 8 ans que j'étais focus en tunnel vision sur mon business. Ouais. Donc ça, c'est très, très vrai. C'est vrai. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose que... Ou alors, si quand tu as le gars, il a 4-5 business différents à 22 ans ou 21 ans, c'est dur. Moi, ça me donne pas confiance. Pour moi, un expert, il fait soit une ou deux choses. Moi, je fais 3 choses, mais à 37 ans, quoi. Et encore, je m'estime que moi, mon business principal, c'est l'e-com, et de loin. Je me suis en plus e-commerçant que formateur ou qu'investisseur immobilier, clairement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait à la nouvelle génération pour devenir le nouveau Gabriel Dubois ?
C'est une bonne question, ça. Je pense que la première chose, la niaque. Si tu n'aimes pas du tout ce que tu fais, tu ne perceras pas, ou du moins pas des millions, et te dire qu'il va falloir travailler, quoi. Pour moi, quelqu'un qui dit « je veux travailler 8 heures par jour et gagner 5 millions d'euros par an », je suis désolé, hormis si tu as des parents ultra riches, je ne vois pas comment tu peux faire. Pas dans l'Internet, du moins, ça bouge tellement vite. Donc toi, il y a vraiment... ce qui te définit, c'est vraiment la valeur travail. Clairement. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Le fait de travailler beaucoup te permet de lancer beaucoup plus de choses et donc d'avoir beaucoup plus d'échecs. Parce qu'on est quand même dans une ère où le rapport argent-travail n'est plus la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux gagner beaucoup plus d'argent qu'à l'époque en travaillant beaucoup moins. Ouais, d'accord, notamment grâce à l'Internet. Bien sûr. Notamment grâce à l'Internet. D'ailleurs, ça fait écho quand même à la sphère crypto. Ouais. Ça fait écho à la sphère trading, ça fait écho à toutes ces sphères-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par exemple, de ce fast cash, fast money? Je pense qu'il y en a 5% qui ont fait du fast cash, mais qu'on ne parle pas des 95% qui ont tout perdu ou qui ont perdu beaucoup. Donc moi, c'est toujours là-dessus. Moi, quand on me dit les e-commerçants, je vois beaucoup de gens qui disent gagner 30 000 euros par mois en moins de 30 jours. Même moi, je ne suis pas certain de pouvoir le faire. Hein. Je ne suis pas certain de pouvoir le faire, hein, de repartir de zéro sans aucune porte ouverte, etc. Et de me dire, oui, moi, je vais vous aider à gagner 30 000 euros par mois directement en moins de 30 jours. Non, c'est quelque chose que je n'oserais pas dire aux gens. Tu peux le faire, mais je ne te garantirai jamais de le faire à 100% avant de le faire. Ça, c'est clairement... Qu'est-ce que tu fais de tes investissements aujourd'hui? C'est quoi tes investissements? Là, on est passé full IMO. Full IMO. Ah, full. Ok. T'as un peu de crypto. Je sais que t'as un peu de crypto quand même. Hein. Mais oui. C'est la base. Oui, mais j'en ai pas remis. J'ai peut-être pour 300 000 euros de crypto. C'est pas non plus. Si, ça reste. Ok, d'accord. C'est surtout 300 000 euros de Bitcoin. J'ai testé d'autres. J'ai de l'ETH, j'ai beaucoup de Bitcoin. J'ai testé 2-3 autres monnaies, genre du Delta ou des trucs comme ça où ça m'a pas. Ça ne m'a pas amené grand-chose, mais là, je les laisse et je ne vais pas y toucher avant 20 ans et on verra. À 20 ans, ça c'est une grosse... Dans 20 ans. Dans 20 ans, c'est une grosse stratégie de holding, ça. Oui, parce que pour moi, dans ma tête, c'était perdu. Là, c'est en train de remonter, donc tant mieux pour moi. Mais je ne suis pas expert du tout crypto, non. Moi, je pense que quelqu'un qui ne s'y connaît pas doit mettre de l'argent dans des valeurs sûres, qui ne fera peut-être pas du 500% en un an, mais qui, tu sais, que sera toujours plus stable que de mettre dans des autres cryptos un peu plus volatiles qui peuvent cracher et être à zéro, quoi. Et puis tout simplement, c'est aussi chacun son métier. C'est ça. Hein, c'est vraiment OK. Donc, valeur travail, résilience, parce que c'est comme d'habitude, hein, ça c'est propre à tous les entrepreneurs, beaucoup de galères. Ouais. En tout cas, c'était un parcours inspirant. Merci à toi. Merci à toi pour d'avoir partagé ça avec nous. J'espère que ça va parler à beaucoup qui nous regardent, notamment à la nouvelle génération, parce que moi, je pense, Gabriel, tu le sais, j'arrête pas de le dire, mais tu as un vrai rôle à jouer là-dedans, parce qu'aujourd'hui, pour moi, en 2024, il y a 2 business. C'est le trading et c'est le e-commerce. Ouais. Bien évidemment, la formation. Hein. Ça, c'est pour moi 3 business. C'est la formation qui est commune au trading et à l'e-commerce, l'e-commerce et le trading. Moi, je pense que tu as un très gros rôle à jouer sur ceux qui vont te regarder, de leur faire comprendre que la vie, c'est pas ça. Et que voilà, à notre échelle, puisque tu es quand même un beau modèle de réussite. Donc on compte sur toi pour propager la bonne parole sur cette nouvelle génération. On va essayer. Hein, d'être un bon père de famille avec ceux qui nous regarderont, cette nouvelle génération. En tout cas, merci beaucoup Gabriel, c'était un plaisir. Juste une dernière chose avant de finir. Tu sais qu'à la fin de chaque épisode, j'ai une petite coutume. Je demande à mon invité de me conseiller, de me recommander quelqu'un que je pourrais inviter sur mon prochain podcast. Jeudi Cavalli. Jeudi Cavalli. Ah oui, clairement. Jeudi Cavalli. Est-ce que jeudi un amour? Jeudi, si tu me regardes, un amour. J'ai eu l'occasion de le rencontrer d'une belle soirée. Il est très spécial. Mais... On s'est bien marré. On s'est bien marré. Il est vraiment cool. Et surtout, c'est... Tu sais, à Dubaï, tu as beaucoup de groupes différents. Tu en as qui prétendent travailler, tu en as qui prétendent faire de l'argent. Jeudi, c'est l'un des rares que je vois beaucoup travailler. Ouais, il a l'air d'être un gros acharné. Ouais. Donc, jeudi, écoute, si tu regardes ce podcast, le prochain, c'est toi. Si tu l'acceptes, avec grand plaisir. Sur les recommandations de ton ami Gabriel, on se mettra en contact.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez-moi des flammes dans les commentaires. Ça me permettra de voir qui sont les vrais et ils seront récompensés. Je vous souhaite une belle journée à tous. À bientôt sur la chaîne ZFT.